Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch, je vous le donne en mille, de Move aussi. Ma chère Nice, comment tu vas? Eh ben ça va, très très bien. Tu sais qu'en arrivant à la radio, j'ai croisé ton sosie. Oui, tu m'as dit, et elle ne s'est pas retournée. Non, quand j'ai dit Nice, elle s'est pas retournée et c'est parce que c'était pas toi. Est-ce que c'était un moment extrêmement gênant? Ouais, mais alors Personne t'a entendu? j'en ai pas mal en ce moment des moments gênants et c'était gênant pour moi en tout cas. Mais pour elle, non, parce qu'elle s'est pas retournée. Du coup, Anime Actu avec toi tout à l'heure? Comme toujours, avec mon petit coup de cœur manga de la semaine. Voilà, et puis je pense que vous allez kiffer mon coup de cœur parce qu'il rappelle des souvenirs d'un animé qui a cartonné. Vous verrez. Oh là, tu nous utilises énormément de choses. Parce que les animés qu'on a cartonnés, bon, il y en a pas qu'un. Ouais. Mais on trouvera. Il n'est pas encore parti au Japon, mais il y repart bientôt. Mon cher Val, comment tu vas? Eh bah écoute, nickel. Ouais. C'est un petit nani des familles. Je savais que t'allais dire ça. Un très très court, promis. D'accord. Oh, Nice, dis donc. Oui. Allez, elle est chaude sur le titre. Ça paraît un peu sans mauvais jeu de mots. Du marché de l'occasion. Ok, ah bah ça tombe très bien. Il y a un lien, j'ai pas encore fait le hasard de dingue. On est presque à croire que cette émission est préparée. Exceptionnellement, tu seras en deuxième partie d'émission, le Nani. Là, le hasard continue d'être vraiment fort. Alors. Ouais, le hasard continue d'être vraiment fort. Tout fraîchement revenu de la Thaïlande. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. De la Thaïlande. Soso, comment tu vas? C'était très croon. Non, c'était très fête foraine. Eh ben, oui, bien, pour ceux qui ont vu ma story qui sont là. Ouais. Écoutez, ça va bien. J'ai une barre au crâne, j'ai une migraine, mais ça tombe bien parce que le sujet il est lourd aujourd'hui sur le Himitsu. Il est lourd, il est important, et ça va être le Himitsu, je pense, le plus hardcore. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors que déjà, ça existe. Ok. Donc soyez prêts. Regardez bien devant vous si vous êtes au volant. Faites attention, il peut y avoir des accidents. Ou garez-vous pour écouter. Garez-vous pour écouter. Bien, ça. Sortez les mouchoirs. Parce que ça va être lourd. La Thaïlande, c'était bien. C'est Face, notre producteur, qui veut ça. En fait, il veut savoir si t'as beaucoup bu, à mon avis. Bon, un petit peu quand même, mais ça va. Ça va. Ça va en vrai. Et il pleuvait beaucoup. Donc j'ai bu de l'eau surtout. Saison des pluies. Saison des pluies. Donc n'allez pas en septembre là-bas, s'il vous plaît. Ok, donc Face, notre producteur, me pose beaucoup de questions, mais ce qu'il a dit, je ne peux pas poser comme question. Moi, je peux. On peut tous deviner. Non, on peut pas. On peut pas du tout poser la question. Le Himitsu sera par contre en deuxième partie. En première partie. Ouais, cette fois-ci. On a switché, c'est marrant ça quand même. C'est peut-être par rapport C'était pour éviter que l'invité sente trop mal. Ouais, c'est pour ça. On va dire, non, on est à l'accueil. Ringo n'est pas encore arrivé. Non, Ringo revient le 16 octobre, notez ça dans votre agenda. Et comme par hasard, il revient le mois d'Halloween. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. En première partie d'émission, on se posera la question pourquoi les tueurs à gages ont la côte en ce moment. On va parler évidemment de plein de mangas, Fable, Kindergarten's War, Sakamoto Days, plein. En deuxième partie d'émission, on recevra Gabriel Elfassi de Kinkai, qui est une application qui donne une seconde vie au manga, mais pas que. Et aussi du jeu vidéo, il y a des peluches, il y a des cartes, il y a plein de choses. De la collection. De la collection, exactement, on en parlera avec lui. La collection. Ouais, tu peux le dire en espagnol en faisant des gestes italiens. C'est toi qui vois. La collection? Ouais, parce que t'as fait comme les Italiens. Non, là c'était italien là. Collection, c'est... Ah ouais? Collectionne. Vas-y. Je suis pas fort en langue étrangère. Pardon, excuse-moi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Si tout le monde est prêt, et ben Yatta, c'est parti. Yatta. J'étais occupée à dire à Faye en régie au lac Étal. Du coup, elle m'a pris mon Yatta. Ouais, parce que là, ça manquait de punch. J'ai assuré le pocket. Non, c'est pas grave, on le garde pour la semaine prochaine. Ok, ça marche. On commence évidemment avec le hype ou pas hype. Donc j'ai sélectionné quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi. Et on va voir ensemble si ça nous hype ou pas. Sarabada. One for all. Vous avez reconnu évidemment, oui, vous avez reconnu All Might. La célèbre enseigne de fast-food Burger King a détourné le combat Deku Bakugo dans une pub pour leur burger, donc les burgers My Hero Academia. C'est dispo jusqu'au 1er octobre dans tous les Burger King. Pour l'achat d'un menu, vous avez aussi des t-shirts collector. Donc il y a le Bakugo Burger et le Deku Burger. Bakugo Burger, c'est avec du poulet. Le Deku Burger, c'est avec du bœuf. Ce sera à vous de faire votre choix. Nice, je commence pas avec toi parce que je sais déjà ce que tu vas me dire dessus. Les grilles du village. Soso, est-ce que ça devient vraiment courant maintenant les partenariats
manga et chaîne de fast-food. Là, en plus, on célèbre les 10 ans de My Hero Academia. Est-ce que ça te hype, ce Deku Burger? Et est-ce que t'as aimé la pub? T'as aimé la pub, par contre? En vrai, la pub est bien faite quand même. Elle est drôle. Elle est drôle, avec des vieilles blagues comme on aime. Ouais, ça me fait rire, moi. Moi, ça me fait rire aussi. Après, je t'avoue, avant qu'il y ait le boycott, le fameux boycott, j'avais goûté. Alors, apparemment, il y avait déjà le boycott, sauf que moi, en fait, il y a tellement de trucs à boycott que j'avais pas capté. J'étais partie goûter le burger One Piece. Ouais. En fait, moi, le souci que j'ai en général avec les collabs burger et licence, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de plus-value sur le burger, quoi. Genre. Oui, on n'est pas sur un burger qualitatif, c'est ça que tu. D'une, et je vois pas la signature Bakugo. Si encore il y avait une sauce pimentée, par exemple, parce que c'est un harceleur énervé, ça aurait été marrant. Alors, j'ai pas vu, peut-être qu'il y a une sauce pimentée, mais j'ai pas vu dans la description du burger. De ce que j'avais goûté de One Piece, il n'y avait pas de. Il n'y a pas du fruit du démon, c'est ça que tu veux dire? Exactement, je voulais de la papaye dedans. Et du fruit du dragon, tu sais. Ouais. Non, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de plus-value en plus, il n'y a pas de petits trucs. Alors que j'avais goûté au Japon le burger Conan. Ouais. Et c'était vachement cool. Du coup, t'es devenue forte en enquête? Pas vraiment. Tu es des gens depuis, elle te le racontera dans le Himitsu. Exactement. Et ben oui, totalement. Et ben oui, si, je suis devenue très forte en enquête par rapport à Himitsu, voilà. Donc je m'en fous en fait. Ok, merci. Donc pas hype. Valentin. Moi, avant d'être hype ou pas hype, je suis jaloux parce qu'on a le droit de modifier aucun visuel et tout. Et là, c'est open bar. Tu changes les trucs. T'as acheté la licence? Non, mais même quand t'as acheté la licence. Je suis pas hype parce que je trouve que la réal, elle est pas assez quali. Pour que ça me hype. D'accord. Je pense que la manière dont l'acting m'a laissé un peu à côté. C'est soit pas assez dans le côté nanar pour qu'on aille à fond sur les blagues. Attends, t'as plus de salade. Un truc comme le grand détournement, quoi. Voilà, j'aurais préféré un truc comme ça. Après, je suis toujours content. Plus il y a de mangas partout, c'est vrai. Plus on gagne du terrain, mieux c'est. Bien sûr. Alors, ma chère, est-ce que tu vas être le Grinch Bien sur ça? sûr, mais évidemment. Je dois leur accorder une chose, c'est que moi, la pub m'a fait rire. Bah oui. Alors, le mec qui a eu l'idée de ça, franchement, chapeau. Moi, ça m'a fait rire. J'ai aimé le doublage aussi. C'est mon humour. Oui. Même si, oui, c'est vrai, ils auraient pu. C'est l'humour Yata. Hein. Oui, c'est totalement l'humour de cette pièce. Pour le coup, je dois dire, ok, c'est bien fait. Maintenant, vous connaissez ma position quand il s'agit de fast-food, de malbouffe, etc., qui promuent leur burger et leur malbouffe à travers des goodies, ceux qui font la collection, les jeunes, etc., ils les chopent comme ça. Et moi, je sais que c'est du marketing, c'est comme ça, c'est la vie, mais quand il s'agit de malbouffe, ça me rend aigri. C'est vrai que t'es anti-malbouffe, toi. Non, je suis anti-malbouffe. En fait, je dis pas qu'il faut pas manger de sucre et de gras, loin de là. Au contraire, il en faut du sucre et du gras pour vivre. Nos plats au bled, bien on sûr, les aime. Bien sûr, mais c'est pas le même gras, c'est pas la même addiction qu'on peut développer. C'est pas les cétones, exactement. C'est pas le tagine. Mais honnêtement, les burgers et la malbouffe, c'est tellement un problème dans notre société aujourd'hui que pour moi, quand tu mets de la pop culture, tu la mélanges à ce genre de malbouffe, ça va forcément attirer du monde, des collectionneurs, des jeunes. Et je trouve ça vicieux un peu presque. Là, je crois que t'as un amoureux de burger à droite. Alors oui, bon, c'est vrai que moi j'ai un amour particulier avec la malbouffe. Mais bien fait. Enfin, moi plus avec la junk food. C'est pas forcément de la malbouffe, la junk food. Hein. Oui. On peut avoir des bons produits pour de la junk food. Moi, le seul truc, en fait, j'entends ce que tu dis et je comprends totalement ta réflexion. Maintenant, ce qu'il faut voir avec des enseignes comme Burger King, ce qui est valable aussi pour McDo ou d'autres, c'est que ce sont, même si les prix ont augmenté, ce sont peut-être les restaurants où les gens qui ont peu de moyens peuvent aller avec leurs enfants. Bien sûr, c'est quelque chose que j'entends. Donc il faut quand même l'entendre. Moi, je peux entendre que quand on a les moyens de ne pas y aller, je peux l'entendre, mais quand t'es en famille et que t'as pas beaucoup de moyens, ça fait une sortie un petit peu et les enfants sont contents. Donc il faut remettre l'un dans l'autre. Et en plus, là ils y vont et il y a un truc My Hero Academia qui est l'un des mangas les plus populaires en France. Ça reste un truc un peu cool, tu vois. Ouais. Je l'entends totalement et je pense que si un jour j'ai des enfants, ils vont me réclamer du McDo. On l'a tous fait. Bien sûr, moi la première aussi. Mais c'est vrai que quand même ça me dérange un petit peu. Je l'entends. J'ai toujours été considéré comme le combattant le plus faible, mais je me suis toujours donné à fond. Malgré ça, on n'a pas arrêté de se moquer de moi. Évidemment, on est dans Solo Leveling, puisqu'un film Solo Leveling va sortir en novembre en Corée et au Japon, et peut-être dans d'autres pays, on verra plus tard. Shahid. Alors, ce sera un récap en fait de la saison 1 avec
à la fin, les 2 premiers épisodes de la saison 2, donc la saison 2 qui sortira elle en janvier. C'est pas ça que je vais vous demander si ça vous hype, enfin si un petit peu, parce qu'on a eu ce genre de lancement un petit peu en France pour la saison 4 de Demon Slayer, où on avait eu le dernier épisode et puis le premier ou les 2 premiers, il me semble, le premier épisode de la tout était long, le premier épisode de la saison 4. Est-ce que c'est quelque chose qui vous hype de retourner au cinéma pour voir des épisodes que vous avez déjà vus, juste pour avoir le bonus d'un ou, en l'occurrence là, 2 épisodes en plus, je vais repartir dans l'autre sens. Nice. Oui, totalement. Moi, je suis pour ce genre de récap parce que je trouve qu'aujourd'hui, on consomme énormément. On a carrément plus de temps de cerveau disponible. C'est ce que disait Étienne Moujotte ou Patrick Lelay de TF1. Mais c'est un fait. C'est-à-dire que quand tu as regardé quelque chose il y a 1 an et que tu as la saison 2, il faut que tu te remates peut-être toute la série ou que tu cherches dans les fins fonds de YouTube un récap. C'est compliqué, surtout quand tu travailles aussi dans ce domaine-là et que tu dois lire 1 milliard de livres, de mangas, tu regardes des films, des séries et des animés en tout genre. Ce genre de récap, qui travaille ce genre de récap, t'es pas allé le chercher toi-même, ça fait du bien, ça permet de se remémorer les choses importantes et ne pas être perdu quand tu vas regarder la suite. Moi, je suis totalement pour, ça me dérange pas, même si certains disent que quand on va au cinéma, on est un peu arnaqué, tout ça. Moi, je suis pour, moi, ça me va. Ça dépend comment le best-of, du coup, est fait. Oui. Val. Sur le leveling, c'est super simple. Hein. Tu peux prendre en cours de route, t'as rien manqué. C'est un peu les feux de l'amour du webtoon. Un résumé de 30 secondes suffit. Non, mais je préférais une plus-value un peu supplémentaire. J'apprécie et j'aime beaucoup l'aspect festif de pouvoir se retrouver ensemble au cinéma et de célébrer une licence. Donc pour cette partie-là, c'est cool. Après, je pense, j'ai pas envie qu'on tombe dans une flemme de sous-produire des trucs avec juste 2 minutes d'inédit pour lancer quelque chose. Voilà, c'est 2 épisodes. Oui, mais c'est 2 vrais épisodes. Oui. C'est pas un contenu supplémentaire pour cette partie sur le cinéma. Lâchez-moi 10 minutes de making-of. Lâchez-moi une interview exclusive. Lâchez-moi quelque chose en plus. Parce que sinon, moi, mes épisodes, je vais les consommer à un autre moment comme je veux, quoi. Soso. Moi, je suis quand même pour ce genre de choses parce que c'est important d'aller au cinéma aujourd'hui. Ça se perd, en fait, d'aller au cinéma. Et surtout que là, ça attire quand même... On va pas dire qu'il y a que des jeunes qui regardent Solo Leveling, mais ça attire aussi un public jeune qui aime aller au cinéma. On a retrouvé goût au cinéma pour les jeunes avec toutes les avant-premières animées et tout. Ouais. Et alors qu'on a plein de plateformes de streaming et tout le monde regarde dans sa chambre, sur son ordi ou sur sa télé. Donc moi je suis plutôt pour. Après, moi, pour avoir un mec à la maison qui oublie tout, c'est un poisson rouge. Il est très très content quand il y a un récap comme ça. Donc ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. On salue Mathie qui a apparemment des problèmes de mémoire. Ah non, mais à chaque fois il a fait. Il s'est passé quoi déjà dans la saison 1 Tu me saoules, je vais pas te faire un récap alors qu'il y avait 12 épisodes. Donc non, ça peut être bien. Après, moi, ce que j'aime, c'est l'avantage de voir ce que tu as vu sur ta télé ou même pour certains sur leur téléphone sur grand écran. D'accord. Surtout pour tout ce qui est shonen-like avec beaucoup d'action, tu vois. Donc non, franchement, moi, je prends tant qu'il y a à faire. Mais je suis d'accord avec Val. J'aime bien qu'il y ait une petite plus-value un peu comme ils ont annoncé pour SNK avec un retravaillage de l'image, peut-être des trucs en plus. Donc ouais. Dans le chat, ils sont hype à 67%. Ah, il y a des sondages maintenant. Oui, des sondages. Et j'ai oublié de dire pour Burger King, ils étaient pas hype à 80%. Ah bah je sais. C'est des boycotteurs. On enchaîne. Batman. Exactement. Mais ça, c'est Batman générique 90. de Batman 92 même. Ouais, c'était les années 90, pardon. J'avais 1 an. Batman 92, voyons. Le meilleur. Alors, donc, on sort un peu de l'univers manga et de la Japanimation, quoique, parce qu'il y a eu des Japanimations autour de la Japanimation autour de Batman. Donc, le Chevalier Noir va avoir son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood Boulevard à Los Angeles. C'est donc le premier super-héros à avoir son étoile. L'inauguration aura lieu ce 26 septembre prochain. Ma question, c'est pas si ça vous hype ça, ma question c'est si pour vous un héros de manga mériterait d'avoir son étoile sur le Walk of Fame, qui ça devrait être? Alors Soso, t'as déjà répondu à l'avance, donc moi je vais te donner la parole tout de suite. T'aimerais que qui ait son étoile sur le Hollywood Boulevard? Son étoile? Ouais. C'est compliqué parce que j'en aime beaucoup. Ah non mais j'ai dit un. Un seul? Ah bah oui, le principe de 1 c'est qu'il faut choisir. Ok, bah je vais mettre Naruto. Ah, c'est Naruto. Ah, je pensais que t'allais dire Guts, puisque tu venais de dire Guts. Non, Guts, c'est pas fini. Naruto, il y a Boruto, mais... Batman, c'est pas fini non plus. Hein. C'est vrai. Bon, après, c'est une licence... on peut s'arrêter à certains trucs, tu vois. Mais je sais pas. Je vais mettre Naruto, mais en fait, il y a beaucoup de personnages stop. Pour toi, ce serait Naruto. On peut pas mettre un auteur? Bah, c'est ça que je pensais, un mangaka. Allez. Mais quoi, on pouvait mettre un auteur?
Bah il m'a demandé. Trop tard. Non mais c'est tout, c'est comme ça, c'est les règles. C'est moi qui décide les règles au fur et à mesure, c'est comme ça. Mitsuru Adachi, je vais même la poser moi-même s'il faut, je la grave dans le sol, il y a pas de problème. En fait toi c'est juste pour un manga de baseball. Juste le premier manga de sport qui a passé la barre des 100 millions de ventes. J'adore le piquer dessus comme ça. 87% d'audience, le record absolu. Et juste, je sais. J'ai hâte qu'un jour il fasse une émission seul, face cam, sur Dachi et sur quel est le Mitsuru Adachi. Non, le Touch, voilà, le manga Touch. Et bah sache que c'est prévu en 2025, je le ferai. Oh la vache. Let's go. Voilà, ça sera 4 heures. Soyez prêts. 4 heures. Nice. Moi je vais pas tricher, je vais faire comme Soso, je vais parler d'un personnage parce que merci Nice. Voilà, pour supporter. Il a pas triché, il m'a demandé. Ouais, c'est vrai, mais je vais pas la laisser seule, tu vois. Ça c'est frustrant. Vas-y, dis-moi. Moi, ça sera Thorfinn. Thorfinn, d'accord. Parce que je pense que ça peut faire sens aussi, tu sais, avec les Amérindiens, tout ça. Il y a un petit truc qui pourrait se rapprocher. Il y a la mine. Donc, ouais, ça serait Thorfinn et on n'a pas d'ennemis, et voilà. D'accord. Juste à côté de celle de Donald Trump mortel. Ah, ça serait incroyable. Alors, moi, on m'a pas demandé, mais je vous le dis au cas où, forcément, je mettrais Goku. Mais bon, ça, c'est. Ah ouais, j'aurais dit All Might. Ah bah, il faut en choisir qu'un. Ouais, et le seul personnage que je mets devant All Might, c'est Goku. Ouais. Et je mets personne devant Goku. Bien évidemment, c'est tout pour cette semaine pour le hype ou pas hype. Et du coup, je vous le disais en intro, avec Sakamoto Days, avec Kindergarten Wars, avec The Fable, les tueurs à gages ont la cote en ce moment. On a pour plein de raisons différentes, hein, pour les personnages, pour l'histoire, pour le côté peut-être plus adulte aussi du manga, ce qui va avec. On va en parler tous ensemble. Je vais me permettre de commencer. On dit souvent sais de quoi tu vas parler. Ah, pas forcément. Enfin, pour plus tard, mais... Non, clairement, je voulais faire ce sujet pour parler de Fable. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, avant de parler de Fable, pour ceux qui n'ont pas encore commencé le manga ou l'animé d'ailleurs qui est dispo sur Disney+, et le manga est dispo chez Kana, je vous fais le pitch rapidement. Après, je vous en parle et je vous dis pourquoi, et d'ailleurs on pourra en parler évidemment tous ensemble, je vous dis pourquoi je l'aime particulièrement. Donc on suit Fable, qui est un tueur professionnel, c'est vraiment le top du top, ce qu'on fait de mieux dans le milieu, et un jour son commanditaire lui demande de se mettre un petit peu au vert pendant un an, donc il part dans une planque à Osaka, une planque qui appartient à la mafia japonaise. Il part avec son acolyte qui jouera le rôle de sa sœur, Yoko. Lui, il prend le nom d'Akira. Et ils ont pour but de ne pas faire de vagues pendant au moins un an. Voilà, ça c'est le pitch de base. Vous vous rendez bien compte que forcément ça va pas trop être possible. Moi, ce que j'aime particulièrement, en fait, au-delà, on pourra en parler au-delà de l'aspect tueur à gages avec Fable, qui est fabuleux dans les scènes d'action. En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit Akira, donc c'est son nom d'emprunt quand il est plus tueur à gages, c'est de le voir interagir avec les êtres humains parce qu'on voit que il n'a pas l'habitude de ça. Pour lui, depuis tout petit, un être humain, c'est fait pour... lui, c'est une mission, on tue. Et en fait, on le voit commencer à s'attendrir avec Misaki, qui était une ancienne actrice, mannequin de charme, et qui a des problèmes à cause de ça. Et surtout, on le voit agir face un petit peu à son passé avec Hinako, qui, elle est en fauteuil roulant à cause de certaines choses qui ont été faites par rapport à Akira dans son passé lorsqu'il était tueur. Et moi, j'aime le voir avoir des sentiments, prendre de l'empathie pour les gens. Et c'est beau le fait de voir quelqu'un devenir humain. Parce qu'il n'était pas vraiment. C'était une machine de guerre. Et je trouve ça super beau, tu vois. Val, je sais que toi, t'aimes bien aussi Fable. Ma Fable, c'est mortel pour plein Sans mauvais jeu de mots. Tout à fait, déjà. Et en fait, il y a un côté série très longue dès le départ. D'ailleurs, Fable au Japon, c'est Fable et Fable 2, parce qu'il y a une suite sur le manga. Parce que, comme tu l'as dit, il y a un premier pitch qui est sur un an. Mais avec la popularité du manga, ils ont dit on va aller plus loin. Et donc, le plus loin, c'est Fable 2. C'est sûr que ça finira par sortir un jour dans nos contrées aussi. Et ce qui est génial, c'est que... tout ça, ça rebondit sur l'existence des Yakuza. Et en fait, on a ce terreau très fertile, et je pense que c'est une des raisons de la popularité des mangas d'assassins et autres, c'est que la mafia existe encore au Japon, elle fait partie du quotidien, c'est pas une légende urbaine. Ils sont toujours aussi puissants et effrayants, les Yakuza ? Alors, ils sont toujours puissants, ils sont toujours respectés, mais aujourd'hui, il y en a une partie qui ont migré au gouvernement, à la Chambre des députés. Il y en a beaucoup qui possèdent les plus grosses banques japonaises appartiennent, et clairement, tout le monde le sait, à la mafia japonaise. Il y a des remous ces dernières années
avec des nouveaux actes de violence, parce que le Japon, c'est un territoire intéressant. Et comme les mafias japonaises se sont un peu affaiblies, il y a les mafias chinoises et coréennes qui viennent essayer de gratter du terrain. Donc, il y a à nouveau de la violence. Et tout ça, forcément, ça crée des faits divers qui inspirent les mangaka. Donc, je pense que le fait qu'il y ait ce petit background Yakuza fait que tous ces mangas sont un peu toujours là. C'est un peu comme dans la bande dessinée française, on aime le Far West parce que ça nous fait rêver. Il y a plus de BD de western que de comics de western. Ce qui est un truc un peu hallucinant, mais c'est comme ça. C'est chez eux. Et au Japon, ils font plein de mangas sur les tueurs à gages et tout ça. On peut peut-être, avant de passer à un autre, sur Fab, moi je vais parler surtout de l'animé parce que j'ai pas lu le manga. Je rappelle qu'il est chez Pika. Je trouve qu'on a une animation. Il est très beau le manga. Ouais. Et c'est la question que je me pose, pardon. Déjà, on a une animation qui est super belle. Je la trouve vraiment fluide, même dans les moments d'affrontement en fait, la façon dont se déplace Fable. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que pour arriver à Osaka, il a décidé de parler avec l'accent et la façon de parler de fond, comment on appelle les habitants d'Osaka, des habitants d'Osaka. Voilà. Je pense pas qu'ils aient de prénom, je sais pas de nom. Et en fait, pour changer de mode, de passer du mode assassin à un mode mec normal, en fait, il se tapote sur le front. Pour une sorte de reboot complètement. Il a un switch, il fait une sorte de bouton switch. C'est fabuleux. En fait, il me fait rire. Il a l'habitude de regarder la télé à poil. C'est toi en fait. Ouais, en fait, c'est moi. Ça aussi, on peut faire une petite digression de sur le fait que les assassins sont à poil. Il y a bien entendu la symbolique de je ne veux pas me salir moi-même et je me mets à nu quand je tue des gens, mais si on remonte, Crying Freeman, Ichi the Killer aussi est souvent tout nu. Il y a vraiment quelque chose très... Au tout début de Piège de cristal, pas Piège de cristal, de 58 minutes pour vivre, donc Die Hard 2, le méchant, il est tout nu dans sa chambre, il regarde la télé et il s'entraîne en même temps. Scène d'ailleurs qui est reprise dans Undergaster. Donc c'est quelque chose qui va très bien avec les assassins d'être à poil. Et le fait de les mettre tout nus, ça peut aussi permettre de raconter une histoire. Tu vois, parce que on raconte une histoire sur les Yakuza avec les tatouages. Plus t'as de tatouages, plus t'as de choses à raconter. Et avec les assassins qui sont super forts. Donc quand nous on les voit, ils sont déjà ceinture noire d'assassinat. Donc ils tuent les mecs en 2 secondes, ils sont super forts. On voit pas son évolution. Mais on voit pas toutes les galères, l'éducation quand ils ont été enfants, qu'ils ont été maltraités, ils étaient orphelins, on en fait des tueurs à gages. Donc quand on les voit tout nus, on voit les cicatrices. On voit qui ils sont vraiment aussi. Et donc il y a toujours une super dualité sur l'assassin qui est presque encore un enfant innocent qui se rend pas compte dans plein de cas qui tue. Ou dans certains... Leur vulnérabilité en fait. Ouais, mais en l'occurrence, Akira, il me semble qu'il a pas de cicatrice sur le corps. Non, mais tu vois, sa cicatrice à lui, c'est juste son rosette. Ouais, c'est son rosette. C'est vraiment... Mais ça te montre qu'il est pur. Donc est-ce qu'il n'y a pas un côté chérubin? C'est un ange, du coup tu le vois, il a vraiment rien, aucune trace. Il est même pas musculairement non, il est assez fin. Il est hyper neutre et c'est là où tu dis du coup c'est un bon assassin parce qu'il est passe-partout. Tu le retiens pas quand il rentre dans une pièce. Tu vois, c'est pas un baraque comme Mammouth que tu pourras avoir ou autre. On parlera évidemment de Nicky Larson tout à l'heure. Et juste avant qu'on switch, j'aimerais dire un petit mot sur sa entre guillemets sœur, parce que c'est pas vraiment sa sœur, c'est Yoko elle a pris comme nom d'usage Yoko. Pendant une bonne partie de l'animé, on la voit comme étant une fille qui fait que boire et qui n'a possiblement qui ne sert pas à grand chose. Alors à un moment donné, quand il y a un tueur qui rentre et qui pense faire le malin face à elle, il pose son flingue, elle lui dit moi je peux te tabasser mais sans aucun flingue. Elle le tabasse avec la table. Elle est puissante de ouf, c'est fabuleux. Elle est badass. Ouais, elle est ultra badass. Il y a une mise en scène, une chorégraphie dans Fable qui pour le coup renvoie au cinéma asiatique sans aucun doute. L'auteur a vu tous les Crime Story, c'est sûr et certain. Alors juste un truc, il y a aussi un live action dessus. Alors moi je l'ai pas regardé. Il est sur Amazon Prime. Il est pas sur Netflix aussi? Il est sur Amazon? Il me semble que c'est Prime. Il est disponible. Je l'ai pas vu. Il est très sympa. C'est un bon live action du coup. C'est un bon live action pas nanardesque. C'est-à-dire que vous pouvez le voir et vraiment l'apprécier pour l'œuvre cinématographique et pas parce que juste ils ont réussi à reproduire les gags très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gags. On parle de meurtre, il y a beaucoup de gags. C'est-à-dire que c'est mine de rien, Fable. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Parce qu'il passe quand il est à poil, il regarde la télé, il regarde un humoriste, un humoriste japonais, et c'est le seul truc qui le fait rire dans la vie. Et il essaye de faire des vannes après, ça marche pas forcément. Est-ce que tu as des réactions dans le chat? Ouais, dans le chat, j'ai vu plusieurs fois passer Ryo Saeba.
Ah bah où on va ça a été en parler évidemment. Ouais. Dans les meilleurs tueurs à gages. Ouais, exact. Déjà, je pense qu'on est sur peut-être le plus connu des tueurs à gages. On va en parler peut-être un peu après. Des choses à rajouter sur Fable ou on peut passer à un autre titre. J'allais dire Nice en te regardant, ma chère Soso, mais vous avez rien à voir en plus. Non, bon, ça va. Niveau tueur à gages, est-ce qu'il y en a un que t'aimes particulièrement et surtout pourquoi? En fait, j'ai hésité. Je sais pas si on peut inclure tout ce qui est côté Yakuza ou si on reste vraiment sur les tueurs. Tueur à gages, espion, même espion, on peut parler aussi des espions. Ouais. Tueur à gages, là, espion, c'était plus Yakuza pour le coup. Mais... il tue. Ah bah ça, oui. Et il gagne de l'argent en faisant ça. Ah bah c'est leur fonds de commerce. Donc voilà, ça rentre dedans. Non, en fait, moi je parlais de cet engouement que j'ai sur des titres qui sont sortis et qui là, il y en a un qui va sortir aussi, sur cette arrivée de romance avec justement le côté psychopathe d'un mec. On a eu Criminel Fiançailles, il y a l'animé qui arrive. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est le côté Criminel Fiançailles, pour faire juste le pitch. Vous avez Yoshino qui est une fille de grande famille Yakuza de Osaka. Ouais. Et son grand-père lui dit, tu vas te marier avec Kirishima, qui est le fils de ceux de Tokyo. Pour que nos deux familles arrêtent de se faire la guerre entre eux, justement. C'est très Roméo et Juliette, hein. Alors, oui, sauf qu'en fait, elle accepte. Ouais, c'est là, du coup, ils sont deux d'accord. familles qui se font la guerre. Oui, mais Roméo et Juliette, ils n'ont pas le droit de. Ah oui, ils n'ont pas le droit. Oui, là, ils se font. C'est pour genre créer des alliances, tu vois. Là, plus ma happy marriage, quoi. Ouais, on va dire ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle a pas eu trop le choix. Il lui dit, faudrait que tu essaye. S'il te plaît, reste un peu là-bas. Si vraiment tu n'y arrives pas, tu reviens, mais tu vas y arriver, quoi. Donc, du coup, elle part à Tokyo. Elle, c'est une meuf de Osaka, c'est une bagarreuse, tu vois, genre rien à faire. Mais du coup, elle fait profil bas, elle est droite comme un i, elle se dit je vais faire les choses bien. Et elle rencontre ce Kirishima qui est là, tout sourire, qui lui parle super gentiment, tu vois, genre ouf. Ouais, il est mimes. Et en fait, il est mimes au début, et en fait, il cache vraiment un gros côté psychopathe. C'est un gars, un soir, elle le voit, il est en train de buter un gars, littéralement, mais il adore ça, quoi. Genre, il en a plein sur la chemise, il est en mode. C'est Imiko. Et elle est en mode, ok, il a pas l'air commode, le petit. Et en fait, au bout d'un moment, vu qu'elle est trop tranquille, qu'elle n'a pas ce côté, elle montre pas ce côté badass et complètement folle. Au bout d'un moment, il dit en fait, t'es chiante, j'en veux plus de toi. Donc en fait, si tu veux, j'ai des bars à prostituer, tu peux aller là-bas et tout, machin. Au moins, tu rapporteras de l'argent. Elle est comme ça en mode pardon. Et là, elle s'est dit écoute-moi bien, mon petit gars, je vais te démolir, mais je vais pas te taper la gueule, mais je vais te montrer qu'en fait, je suis pas la meuf que tu penses. Et en fait, à bout d'un moment, elle va vendre un rein. Pour lui montrer qu'en fait elle est capable de faire tout et n'importe quoi. Je sais plus comment ça se passe, c'est le premier tome, là on est au tome 9 je crois. On a assez avancé. Et en fait elle commence à lui montrer en fait qu'elle est tarée elle aussi, mais juste pour c'est par fierté entre guillemets. Et du coup il va complètement tomber amoureux d'elle, mais d'un côté complètement psychopathe. C'est-à-dire que plus ça va, plus leur relation, tu dis mais le gars il est red flag de fou, et en même temps t'adores. Il y a le côté red flag, mais t'aimes bien parce que justement avec ce côté assassin tout ça, elles arrivent à montrer au fur et à mesure qu'en fait s'il est comme ça c'est pas pour rien, il est pas juste là gratuitement comme ça, il y a une histoire derrière, il y a une histoire derrière et c'est vraiment bien fait. Il y a le côté un peu Yakuza, et du coup moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et là en octobre il y a un manga qui arrive enfin chez Glénat qui s'appelle Les Noces de Luciole. Et là vraiment c'est un gros coup de cœur de Oreko Tachibana. Alors faut savoir que l'autrice elle a commencé en 2010, enfin elle a commencé avec des one shot et tout, mais à la base elle postait des trucs sur ses réseaux sociaux. Mais juste comme ça, elle postait pas des histoires, elle postait des fanarts. Donc il y a des fanarts de Naruto, de One Piece, elle posait des trucs comme ça. Et en fait, ils ont vu, ils aimaient bien son dessin, ils lui ont dit est-ce que tu veux faire des trucs Shogakukan, genre incroyable quand même. Trop bien, genre elle était contente. C'est une femme au foyer à la base. Elle a 27 ans, je crois, elle a des gosses, ou un gosse. Et elle va commencer avec Promise Cinderella, donc sa plus grosse série, qui a fait 16 tomes. Et là, elle est au 5e tome de du coup Les Noces de Luciole. Et c'est une femme qui a l'air Meiji. Elle a une maladie et elle pense qu'elle va pas durer longtemps. Elle va pas tenir longtemps. Et comme beaucoup de femmes à cette époque-là, elle se dit il faut que je me marie vite, il faut que je serve à quelque chose en fait. Mais en fait, si je dis que je vais pas vivre longtemps, personne voudra de moi. Alors que c'est la meuf la plus belle du village. Et elle fait partie d'une grosse famille extrêmement riche. Sauf qu'un jour, elle va se faire enlever.
Et c'est un assassin qui va aller la voir. Pareil, même principe, complètement. Il a plein de sang sur lui, il a un regard un peu. Tu te dis, je vais changer de trottoir. Et du coup, elle va lui proposer. Elle se dit, mais en fait, je sais pas quoi faire parce que là, on dit, je peux lui dire que j'ai de l'argent, mais vu que là, je suis à moitié débraillé, il va peut-être pas me croire. Lui va peut-être avoir plus d'argent tout de suite s'il me tue. Ouais. Donc elle va lui dire, si tu veux, épouse-moi. Genre, au moins, t'auras plein d'argent avec ton daron et tout. Et il y a toute une histoire. Donc ça, c'est le premier tome. Mais justement, à un moment, il se douche, tu vois. Et il a plein de cicatrices sur lui. Il a un côté un peu attendrissant et en même temps, tu dis, il peut la planter à n'importe quel moment. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je trouve que c'est très attendrissant de partir du côté psychopathe complètement, vraiment à l'opposé et de revenir sur quelque chose de beaucoup plus humain, quoi. T'allais dire un truc, Val, avant que je donne la parole. Je voulais juste rebondir sur ce phénomène qui, là aussi, est en lien avec l'évolution de la société, c'est-à-dire les mariages arrangés. Il y a énormément de retours aux mariages arrangés aussi au Japon ces derniers temps, même en Chine, où ils font même dans les parcs, les mamans apportent les CV des enfants et ils se font des groupes ensemble. Ils ont des grosses images de leur fils. Au Japon, on avait les gokon, tu sais, 5 garçons, 5 filles qui allaient boire ensemble et plus si affinité. Et ben là, c'est revient en force parce que on se rencontre encore moins qu'avant, avec en plus les 2 ans de coupure du Covid, c'était mort de mort. Mais ça a commencé un petit peu avant, cette mode, vraiment un effet de bord des réseaux sociaux. Et on voit que les mangakas s'en sont emparés, parce que Spy Family, c'est une mise en couple de convenance. Avec des espions. Mariage toxine, la même. En fait, si on regarde, on a des évolutions de la société qui... par effet de bord se retrouve dans les mangas, même si on va tricher, on va le mettre dans le passé, on va mettre autre chose. Mais au final, c'est quand même un truc qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télé qui donne qui plante une petite graine qui va germer, qui va faire que le mangaka va faire quelque chose. Ouais. C'est triste. Ouais. C'est vrai que le thème du mariage revient. C'est triste. Moi, je trouve pas ça si triste. Ouais, ça peut aider. Plus personne se rencontre. Justement, ça peut les pousser à se rencontrer. Enfin bon. Moi, je trouve que ça peut être cool. Okay. On a Fizbliss qui nous dit Zeno Zoldyck. Et on a 7000 qui nous dit Yor, cette femme est un vrai tank. Et oui, Yor, c'est une dinguerie. Est-ce qu'on n'est pas sur le gros problème de Spy Family ? Le fait que Yor n'est pas alors, je suis pas à jour dans Spy Family. J'ai abandonné, mais Yor, qui est une tueuse à gages, elle devrait avoir beaucoup plus de place. Elle fait la cuisine. Lloyd devrait avoir beaucoup plus de place. Et au final, on est un manga où il y a un espion ultra balèze, une tueuse à gages ultra badass, et au final, ce qu'on a dans le manga, je suis pas à jour, donc peut-être que ça a changé, on a les tranches de vie d'une fille de 5 ans à l'école, super. Mais parce que c'est elle qui est censée intervenir dans la vie de ses faux parents. C'est elle qui a un impact sur la vie de ses faux parents. On a les 2 meilleurs dans leur catégorie, mais je veux les voir en action. C'est parce que c'est elle qui a ravi le cœur de tous les Japonais. Hein. La popularité d'Anya aujourd'hui, elle est juste intestable. Si tu regardes sur le film, excellent film d'Anya. Enfin non, franchement, moi je l'ai bien aimé. On y était avec Nice. L'histoire de caca, c'était génial. Et voilà, j'ai rigolé à ça. Et là, tu vois son importance sur le truc. Ils ont même pas essayé de faire semblant à donner autre chose que 2 scènes d'action aux autres protagonistes. Alors, dans le manga, ils prennent quand même plus d'épaisseur parce qu'on a besoin des adultes pour faire évoluer l'histoire. Donc, sois rassuré, t'en as un peu plus dans le manga, mais Anya reste le personnage principal de Spy Family. L'effet bébé Yoda. L'effet gros goût, le fait d'avoir mis un personnage tout mignon que tu vois là, une mascotte que tu peux vendre à gogo. Dragon Ball Daima, c'est là, hein, c'est des chibi quoi. Je crois que les Japonais ils ont besoin des trucs mignons. Mais après Anya, moi quand j'étais à la Jump Festa, tu sais t'as les bonhommes, tu sais en espèce de les super musclés aussi. Genre t'avais Anya, je crois que t'avais Boruto, un truc comme ça. Ah j'ai pris. Anya, il y avait non c'est des personnes qui se baladent comme ça avec en personnage, et Anya c'est là où il y avait le plus de monde. Okay. Littéralement, genre tout était Anya, il lui parlait comme ça, tu vois. J'étais en mode. Si tu regardes les vidéos de cosplay, tu vois à un moment t'as un Yor et un Lloyd qui montent, et derrière t'as 150 personnes cosplayant Anya. C'est peut-être parce que j'ai du mal avec les mangas où les protagonistes ont 5 ans. Tu t'identifies pas. Je m'identifie pas, et quand je regarde un truc qui s'appelle Spy Family. Surtout le début est prometteur. Le début est prometteur, et que je me rends compte que peut-être que le chien a plus d'action que Yor. Mais le chien qui s'appelle Bond, et là ça me permet de prendre la parole et de rebondir pour balancer Golgo 13.
Parce que je pense qu'il faut quand même qu'on remonte dans le temps, parce que je suis un vieux. Et Golgo13, c'est un manga qui a posé le genre. Déjà, c'est un des premiers mangas mettant en scène un assassin. Parce que c'était pas gagné, parce qu'il faut mettre des héros plutôt positifs jusqu'à il y a pas longtemps. Aucune morale, on peut le dire. Hein. Alors, en fait, c'est très simple. C'est le tueur à gages parfait. Le mec, il a même plus besoin d'appuyer sur le switch. Il est le switch en off, c'est tout. Il n'a pas d'état d'âme on. Au début, c'est que des histoires courtes. D'ailleurs, ça pourrait même être un personnage presque différent si l'auteur avait eu envie de dessiner un Doctor Who, mais tueur à gages. Exactement. Ouais. Sauf que cet auteur, quand il est arrivé chez Shogakukan avant, il a fait l'adaptation en manga de James Bond. C'est pour ça qu'il y a plein d'inspirations de James Bond. Là aussi, c'est un peu évident. Il s'est dit, je vais me lâcher. Donc, c'est un tueur à gages qui n'a pas de nom. Des fois, on l'appelle Duke, mais Duke, c'est aussi un pseudonyme. Et il a 100% d'assassinat. C'est lui qui a tué Kennedy d'ailleurs dans le manga, c'est canon, c'est lui qui a tué Kennedy. Et c'est le manga qui a plus de 300 millions de tomes vendus. Oui, c'est vrai qui est dans le Guinness Book pour la série avec le plus de tomes publiés, avec 201 tomes publiés avant le décès de son auteur, sans interruption. Il y a juste une interruption de 3 mois à cause du Covid pour changer. C'est assez dingue. Et ce titre-là, en fait, les moitiés des Japonais, tu mets ces 2 gros sourcils à la Emmanuel Klein, tu mets juste Emmanuel Chin, pardon, tu mets juste l'ombre de sa tête, tout le monde le reconnaît de toutes les générations. Alors moi, j'ai une question parce que je connais pas tout de Golgo13, j'ai lu quelques tomes et puis j'ai vu le film qui est sorti l'année dernière. J'ai l'impression, alors coupe-moi parce que moi je suis pas du tout à jour évidemment, mais j'ai l'impression qu'on est sur un personnage on sait qu'il est super badass, qui tue tout le monde, mais qui n'a pas d'évolution scénaristique. Non, c'est le but. On est d'accord. C'est le but. Un James Bond, il va pas évoluer. San Antonio, il va pas évoluer. Il est intemporel en fait. Parce que en plus, on est comme ça, si tu prenais le début, normalement, il devrait avoir 80 balais aujourd'hui. Il vieillit jamais. C'est plein de. Il y a des arcs plus ou moins longs où tu peux avoir quand même des histoires qui vont durer plusieurs chapitres, mais t'as pas besoin d'évoluer. Le mec n'a pas de sentiment. Qu'est-ce que tu veux faire comme évolution? Nice. Ouais. Alors moi, j'ai une petite réaction sur le chat qui peut te faire une petite passe D. Fais-moi des passes D. Je sais pas qui c'est, mais. Il s'agit de Kojiro Sasaki qui nous dit Sakamoto te bute. Kojiro, il met des buts directement. Ah oui. Il totalement. C'est ce qu'il disait. Sakamoto te bute avec un stylo aussi, faut pas l'oublier. Sakamoto. Non, peut-être que je vais te donner la parole avant ou je réagis dessus. C'est comme tu veux. Alors rapidement sur Sakamoto parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça me fait toujours plaisir. Sakamoto Days. Donc faut savoir que c'est mon manga préféré en cours de parution. Et 2, on est sur quelque chose qui est un peu le cliché entre guillemets de tous les mangas dont on vient de parler sur des assassins, c'est qu'on est quelqu'un qui a déjà eu son top. Donc on le voit pas évoluer. Par contre, on voit l'étendard de ses techniques au fur et à mesure. Et ce qui est fort avec Sakamoto, et ce qui est fort surtout avec l'auteur Yuto Suzuki, c'est qu'on sent que c'est un mec qui a grandi avec les films hongkongais des années 80-90. On sent qu'il s'est buté à John Woo. Le tome 2 d'ailleurs s'appelle Hard Boiled. Hard Boiled, c'est un film de John Woo, évidemment avec Chong Yun-fat, et c'est fabuleux, c'est très sanglant, et surtout c'est très inventif dans la façon de tuer ou la façon de faire entre guillemets de la comédie, ce qui est très présent dans les films hongkongais. Vous vous souvenez ce moment où j'ai plus en tête le nom c'est dans le premier tome ou le deuxième, du sniper qui veut tuer Sakamoto. Sakamoto, il arrête à un moment donné une balle avec des baguettes. Oui, non mais il fait que des trucs incroyables. Hommage à Karate Kid. Hommage aussi à Karate Kid. Il y a plein de choses. Hommage à The Killer. Et c'est pour ça que moi je mets Sakamoto Days au-dessus de tous les autres mangas que je peux lire ou voir en ce moment. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur de tous, c'est celui que je préfère moi. C'est parce que cinématographiquement, on est peut-être sur celui qui me donne le plus d'émotions. Et avant de te donner et qu'on passe à autre chose, enfin entre guillemets, avant de te donner la parole, je voulais dire, il y a ce combat de Sakamoto avec Kanaguri, qui est un mec qui se bat avec, entre guillemets, avec une caméra. Et ça passe de plan par plan dans plein d'endroits différents. Et tout à la fin du combat, il y a un plan où ils sont dans un théâtre, ils sont près d'une source lumineuse, et en fait sur le tout côté de la case, tu les vois se battre, et en fait tu vois surtout les ombres qui sont en train de se battre au fond. Ça fait un peu Kill Bill. Ouais, et c'est fabuleux. Yuto Suzuki est inventif, on sent ses sources, c'est magnifique. Lisez Sakamoto Days, c'est merveilleux. Clap de fin, bonne soirée. Et puis l'animé arrive. Non mais restez là. Non, restez en fait. Il ne tuait pas de gens. Non. Sakamoto ne tue pas.
Pour l'instant, sur ce que j'ai vu, il tue pas. Ouais, bon, d'accord. Je reviens sur ses dires. Je ne dis pas tout, vous le verrez par vos yeux, ma chère Nice. Et l'animé d'ailleurs arrive en janvier. Oh, j'ai hâte. Voilà. Moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est sorti cette année qui s'appelle Stunts de Sora Daishi. Il y a déjà 2 tomes qui sont disponibles. En fait, Stunts, c'est vraiment, voilà, New York unité spéciale. C'est vraiment le manga qui se passe à New York. On va suivre James, qui est un passionné de la police, de tout cet univers, cette ambiance policière. Et New York aussi, il vient d'un patelin. Et il va débarquer à New York pour passer l'examen de policier à l'académie de police, tout simplement. Et comment il en est arrivé là? En fait, il a un grand frère qui s'appelle Jake. Et Jake, il est ultra respecté à New York. C'est le substitut du procureur, a.k.a. le chevalier de la justice. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un quand je dis chevalier à New York? Un personnage de DC, peut-être? Pour moi, je fais vraiment un rapprochement entre Stunts et Batman. Si vous aimez Batman, il y a moyen que vous aimiez Stunts. Juste petit slang, c'est-à-dire que Gotham, c'est le surnom de New York. C'est l'un des surnoms de New York. Ok. Voilà. Et du coup, en fait, il a un grand frère. Et ce grand frère, quand il était petit, il l'a sauvé. Il a eu un accident, James, et son grand frère s'est sacrifié en quelque sorte. Il a été blessé à l'œil. Et quand tu as pour rêve de devenir policier et que tu es blessé à l'œil, ça devient compliqué, surtout pour tirer, etc. Donc en fait, il a... C'est pas un problème aux États-Unis de tirer mal. Même... Ouh là là, oh la private joke. On gardera ça... Ouais, bon. Continuons. Et du coup, il va abandonner ce rêve, mais par contre, ils vont se faire une promesse tous les deux, c'est de rester dans cette foi en la justice. Et il va vouloir être policier pour son frère, James, réaliser un peu son rêve. Et lui, Jake, il va évoluer en tant que substitut du procureur. Donc quand il arrive à New York, il va être émerveillé par la ville, il va être rempli d'enthousiasme. Voilà, c'était son rêve depuis toujours. Et 2 secondes après... Mais presque. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Hubert arrive. Non, mange des pizzas hawaïennes. C'est un peu ça. Oh, comment tu... Ouais, non, à New York, je prends pepperoni parce que je fais local. Oh là là. Et du coup, il va aller dans le commissariat pour voir son frère et il va se rendre compte que tout le monde l'admire, son frère. Et il va aller chez lui, ils vont discuter, ils vont renouer des liens parce qu'ils étaient quand même séparés pendant un certain temps. Et un jour, en se promenant, James, il va voir de ses yeux quelqu'un tomber d'un immeuble. Et quand le gars atteint le sol, il va courir pour voir c'est qui cette personne et qu'est-ce qui lui est arrivé. Et il va se rapprocher, le mec est totalement écrasé. Je tiens à dire que le dessin est incroyable. Oui. Complètement écrasé, mais il va détecter que le mec était mort avant de tomber. Donc il va monter, peut-être allait-il voir le meurtrier. Et c'est bonne pioche, parce qu'il va tomber sur le meurtrier. Et il va aussi tomber des nudes, parce que le meurtrier, je ne vous dirai pas c'est qui. Oh. Mais... Là, tu peux y aller, on a tous compris, c'est le début. Donc, ouais, est-ce que je le spoil? Tu peux... Non, mais justement, ça donne envie de... C'est le début, tu peux le dire. C'est son frère. Bien sûr. Mais quelle surprise! C'est pas vrai. Jake est le tueur. Oui. Et en plus de ça, il lui tire 2 balles dans le corps et il va lui mettre l'arme à proche. On raconte pas tout le film. Non. Enfin, tout le film, il était dans un film. Mais c'est un film. C'est carrément un manga qui est réalisé avec un storyboard de film à New York. Et il va le faire passer un peu pour le meurtrier du mec qui est en bas par terre écrabouillé. Et par la suite, James va quand même survivre. Je suis obligée de parler de ça. Parce qu'on doit parler des ghost affaires. Ah oui. Les ghost affaires, c'est des affaires qui sont difficiles à élucider, voire impossibles. Et il s'avère que James a un énorme don pour ça. Il va intégrer une certaine brigade spécialisée et ça va être vraiment un érudit de ce genre d'affaires. Et son frère en fait partie aussi de ces ghosts. En parlant de regarder des dossiers et d'apprendre à cette occasion, on peut dire aussi que l'auteur clairement à travailler en étudiant le manga game avant de se lancer. Et au niveau du dessin, si un jour il dit qu'il a une autre influence que Boichi, on pourra en discuter, quoi. Alors même au-dehors de ça, je trouve qu'il a dû regarder beaucoup de polars, de films d'enquête très années 50, années 60, parce qu'on est sur un manga où il y a une sorte de... Quand tu lis, il y a comme une... Je sais pas comment le dire, j'allais dire une pression, il y a une ambiance pesante, il y a quelque chose de crade, qui est très rue new-yorkaise. Ouais, voilà, et ça se sent en fait, l'enquête, le meurtre, t'as fait le lien avec Batman, c'est une ambiance très batmanesque. J'adore Stunts. Et ça tranche avec son émerveillement, sa naïveté du début, sa foi en la police, etc. Moi, je pense qu'il y avait un petit côté sanctuary inversé. Tu sais, en mode, la promesse, elle est faite, mais elle est pas tenue. C'est vrai. Je valide.
Quand est-ce que sort le tome 3 de Fiance là? Alors le tome 3, il faut la suite. C'est cet automne. Hein. Ouais, justement, je te pose la question. J'ai pas la date exactement, mais les deux premiers tomes sont sortis et c'est en 3 tomes, donc en fait c'est très rapide. D'accord. Allez-y les gars. Alors, le temps passe très très vite quand on parle de meurtrier. Le faites pas chez vous, bien évidemment. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de... Mais on en reviendra sur Nicky Larson, enfin sur Ryo Saiba, on en reparlera une prochaine fois. On va faire une émission tout court sur lui. Ouais, je pense, on fera un truc sur lui. On n'a pas eu le temps de parler de Kindergarten Soir. Mais en parlant de Reborn, il y a plein de choses. On reviendra sur ce sujet parce que ça me semble très important. En plus, il y a une édition collector d'Angel Dust qui sort ou qui va sortir. Carrément. Donc, on en parlera tous ensemble. Mais avant, c'est le moment de mettre de l'ambiance, de la bonne humeur dans Yata, puisque Soso, je me tourne vers toi. Quel est le Himitsu cette semaine? Eh bien écoutez, ce Himitsu cette semaine, on va se confier, on va se livrer et on va parler de choses qui ne sont pas drôles. Et ça va être peut-être un monologue, mais c'est important. Allez. Voilà, c'est parti. J'ai peur d'avoir des enfants et je ne pense pas être la seule dans ce cas. Parce que si j'ai une fille, c'est la faire naître dans un monde où elle peut vivre l'affaire Mazan. Gisèle Pellico, violée pendant 9 ans par plus de 50 hommes. Mais apparemment, selon les avocats, il y a viol et viol. Sans intention de le commettre, il n'y a pas de viol. Bah oui, elle a pas dit non. Elle faisait dodo. Du coup, son silence était un oui. Le dégoût, l'envie de vomir quand j'entends parler d'intention. Et ça me rappelle une histoire que j'ai lue. C'est pour ça, quand t'as mis ça tout à l'heure, j'étais en mode ok. Hiroki Marukawa est un lycéen qui se fait souvent harceler avec son ami Takashi. Sauf qu'un jour, un certain Miyamoto, un mec balèze qui sait un peu trop se faire respecter par la terreur et la violence, va prendre la défense de Takashi et Hiroki. Ils vont donc alors rejoindre sa bande, se sentant protégés. C'est alors que Hiroki va se retrouver embarqué dans un petit gang de délinquants sans avoir le courage d'en sortir. Jusqu'à ce fameux soir où ils vont croiser la jeune Sachiko, 17 ans. Ils vont lui faire croire qu'il la sauve d'un agresseur pervers alors que cet agresseur est un pote à eux dans le but de la manipuler. Lui faire croire qu'ils vont la ramener chez elle. Sauf qu'en chemin, à l'approche d'un entrepôt le lendemain, ils vont lui dire, ce Miyamoto, il va changer radicalement de ton. Il lui dit « Je traîne avec les Yakuza. Si tu n'obéis pas, j'enverrai les Yakuza tuer ta famille. » Donc elle sera emmenée de force dans l'entrepôt, puis dans un love hotel où elle vivra son premier viol. C'est chez Mizuno qu'ils vont la séquestrer pour continuer à la torturer. Elle a violé plusieurs fois par jour et ils seront plusieurs à passer sur elle. Je ne vous fais pas la suite de l'histoire de ce manga, mais cette histoire, elle provient du manga 17 ans, une chronique du mal. Et lorsque vous regardez la 4e de couverture, il est marqué que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et sachez bien que cette histoire est bien moins hardcore que la vraie. Donc voici l'histoire de l'affaire Junko Furuta. Je ne vais évidemment pas vous donner tous les détails car c'est bien trop horrible et bien trop long tellement c'est hardcore tous les faits détaillés de cette histoire. Mais nous sommes en 1988, pas de Sachiko mais Junko Furuta, 17 ans, une belle jeune femme studieuse et aimée qui un soir de novembre ne va pas rentrer chez elle. Tout comme dans le manga, elle va être enlevée, séquestrée, torturée, violée, affamée, parfois enfermée nue sur le balcon toute la nuit, brûlée pendant 40 jours. Et oui, 40 jours de torture. La raison, on l'ignore. Jusqu'à une fameuse partie de Mahjong que va perdre Miyano, le plus monstrueux des 4 assassins qui sont tous mineurs au moment des faits, entre 15 et 17 ans. Un soir, il va perdre une partie. Alors c'est sur Junko qui va se défouler. Mais elle est très faible, ses plaies sont purulentes. Je rappelle qu'elle s'est faite brûler, violée plusieurs fois et violée qu'avec d'autres objets. Bref, elle n'a plus de force et un mauvais coup va la faire tomber sur la tête et elle est prise de convulsions. Ils vont continuer à la frapper pour la réveiller. Son corps finit par ne plus bouger et ils vont la brûler pour la réveiller encore, avec de l'essence à briquet. Mais Junko ne se réveillera pas. Elle va alors être enterrée dans un baril avec du béton. Elle est connue comme la Concrete Girl, concrete qui veut dire béton, dans le monde entier. La police va finalement les attraper pour une autre histoire de viol collectif, parce que ce n'est pas le premier qu'ils font, sauf que les autres filles les avaient relâchées. Et par un bluff de l'un des policiers qui pense qu'ils sont liés à une autre affaire de meurtre avant l'histoire de Junko, Miyano va croire qu'un de ses complices, un des gars avec qui il était, a balancé pour Junko. Il va alors donner l'emplacement du cadavre. Donc en fait, le policier n'en croit pas ses oreilles, il se dit « mais c'est pas de ça dont je parle ». Le policier, ils vont voir l'endroit qui est au sud de Tokyo et ils vont trouver le corps de Junko Furuta. Donc l'affaire Junko Furuta devient une affaire nationale et internationale. L'atrocité dépasse les frontières, le procès prend de l'ampleur. Leurs visages vont être dévoilés au monde
entier par un quotidien à sensation japonais, malgré le fait que les 4 agresseurs soient mineurs. On n'avait pas le droit de dévoiler le visage des mineurs. Et c'était normalement comme ça, sauf que le journal, c'est le Shunkan Bunkun, je crois, qui va trouver les photos et va les publier dans ce journal. Donc tout le monde voit le visage de ces 4 garçons. Les gens voulaient connaître le visage de ces 4 garçons et leur prénom et nom de famille. Mais soyez prêts pour les sentences. Elles sont à vomir. Étant donné qu'ils étaient mineurs, Miyano va prendre 20 ans et les 3 autres entre 5 et 8 ans. Oui. Dites-vous qu'en fait, ce qui les a sauvés à cette époque, lors du procès, c'est encore grâce aux avocats qui, malgré l'atrocité des faits et l'état du corps et tous les faits relayés qui encore aujourd'hui sont lisibles, il y a même le rapport que j'ai pu lire et traduire en japonais sur tout ce qui s'est passé et pourquoi ils ont eu que ces peines, ils ont réussi à faire baisser la peine grâce à une pirouette juridique. Les avocats ont appuyé le fait que l'intention de base n'était pas meurtrière. Ça a donc atténué la sentence, car étant donné que l'enlèvement et la séquestration de Junko n'avaient pas pour but de la tuer, le terme meurtre n'est qu'une conséquence et non pas une intention. Ah, super. Conséquence. Voilà l'importance que l'on donne fin des années 80 vis-à-vis du corps d'une femme torturée. Et 35 ans plus tard, on entend encore « le viol n'en est pas un s'il n'y avait pas intention de le commettre ». Alors j'aimerais vous rappeler quelque chose. Non ne veut pas dire oui. Le silence ne veut pas dire oui. Ne pas se débattre ne veut pas dire oui. Se laisser faire ne veut pas dire oui. Ce n'est pas à nous de faire nos sacs pour ne pas se faire voler. Tout comme ce n'est pas aux filles de rallonger leurs jupes pour ne pas se faire violer. Ce monde donne trop de raisons aux monstres et accable bien trop les victimes. Bien que la justice, pour que la justice change, pour que l'éducation prenne enfin les devants, pour que le voile du silence se lève, n'arrêtons jamais de nous battre pour qu'un jour je puisse mettre au monde une fille sans avoir la boule au ventre. Merci, c'était nécessaire. Merci Soso. Bonne ambiance. Pour un tout petit peu très rapidement. Ils ont changé la loi après ça. Ouais, ça. Alors, je veux pas me faire de l'autopub, mais j'ai fait une vidéo dessus où justement, à cause de cette affaire, ils ont changé la loi juvénile, mais ça n'a pas changé grand-chose pour la famille de Junko. Je dirais malheureusement grâce à cette affaire. Ouais. Merci beaucoup Soso. Je sais pas trop comment enchaîner derrière, je te le cache pas. Non, écoute. Mais je vais le faire quand même. Allez, c'est parti pour la 2e heure de Yatta. Soso, Nice et Val sont toujours là. Gabriel Elfassi, président de l'application Kinkai, est arrivé. Comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va, surtout que j'ai vu ton t-shirt Nujabes. Je suis un grand fan, donc ça me fait encore plus plaisir. Bah écoute, ça fait plaisir aussi. À 2 doigts de me dire, on parle pas de Kinkai, on parle que de Nujabes. Allez, j'ai un vinyle chez moi en plus, c'est parfait. Est-ce que t'as le temps d'aller le chercher et de revenir avec ? Je suis pas sûr. Bon, alors on en parlera une autre fois. Allez. On parlera évidemment de l'application Kinkai, qui est une application qui, entre autres, mais pas que, donne une seconde vie à vos mangas. Mais c'est pas que du manga, on en parlera. Mais avant de commencer avec toi, mon cher Gabriel, en face de toi, il y a Valentin. Valentin qui a une chronique qui s'appelle Nani. Et je pense, qui dure à peu près 1 heure, le temps de cette 2e heure. Mais je pense qu'il a prévu le Nani en fonction de ton application, mon cher Val. Peut-être. Ouais. Nani. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la japanime. Aujourd'hui, en raccord effectivement avec notre guest, je vais vous parler un peu d'occasion. Et le marché de l'occasion du manga et des produits dérivés, c'est un truc gigantesque. Il y a tellement à dire. Alors pour pas partir sur une chronique de 2 heures, ce que Hubert me reprocherait, je vais aller à l'essentiel et me concentrer sur le manga. Challenge accepted. Et ouais, si je peux. Pour moi, il faut distinguer 3 types de mangas sur le marché de l'occasion. En premier, t'as les mangas qui sont encore édités ou en rupture de stock vraiment temporaire. Ensuite, tu as le type qui a le plus augmenté ces dernières années, c'est les collectors en édition limitée. Et enfin, les mangas qui sont aussi rares qu'un film avec Samuel L. Jackson sans le F-word. D'ailleurs, Hubert, petit mini quiz pop culture pour toi. Vas-y. Combien de fois à l'écran Samuel L. Jackson a-t-il dit fuck ? Dans sa carrière ? Dans sa carrière. Il a dit comme bonjour 200 fois. Ouais, 150. en fait 301 fois. S'il y a des gens qui comptent, c'est cool, merci Internet. Et c'est le 3e record, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui l'ont dit plus que lui. Donc Jonah Hill est premier avec 316 fois et Leonardo DiCaprio second avec 361, dont 332 fois dans le même film, Le Loup de Wall Street. Voilà, bon je m'égare, mais comme vous le savez, ce qui est rare, ça coûte cher. Alors je vais commencer par vous rappeler vite fait pourquoi un manga qui devient épuisé finit par coûter aussi cher qu'un pantalon de diff.
Ouais, du calme, Selena, ça arrive. Un éditeur achète des droits pour une durée d'exploitation limitée, en général de 2 à 5 ans. Et à chaque nouveau tome d'une série, ça renouvelle ces 2 à 5 ans. Il peut arriver, au moment du renouvellement, quand la série est finie, qu'il se pose la question, est-ce que je renouvelle ou pas ? Est-ce que je rends les droits ? Et des fois, il doit repayer pour ça et autres. Donc, de temps en temps, les éditeurs se disent, j'arrête d'imprimer un manga. Et c'est ce qu'on appelle les arrêts de commercialisation. Il arrive aussi que ces arrêts, ça soit le cas de force majeure. Oui, alors, tu dirais 2-3 exemples. Est-ce que tu peux me dire 2-3 exemples de ce type de cas ? Bon, 2-3, c'est tout, j'en ai des caisses, mais si je devais choisir que 2 cas de ces arrêts de force majeure, il y a Candy Candy, où l'édition a été même retirée du marché en France et même au Japon, parce que la dessinatrice et la scénariste se sont fait un procès, procès qui n'est toujours pas fini, donc je peux vous dire, ça ne sera pas réimprimé. Et Broken Blade, qui était sorti chez Doki Doki, où là, l'éditeur japonais a été racheté par un gros conglomérat, pensez fonds de pension, qui ont dit, oh, le marché étranger, on s'en fout, on arrête tout le licensing. Donc les droits ont été récupérés et Doki Doki s'est fait insulter par tout le monde parce que personne les croyait quand on disait non mais on n'a plus le droit de le vendre alors que la série n'était même pas encore finie. C'est vraiment horrible. Et ouais, dès qu'on parle de trucs un peu rares, t'as une armée de crevards qui arrive. Alors bien entendu, les prix de vente, ça veut pas dire qu'un manga va se vendre à ce prix-là, mais je voulais juste mettre un petit peu la lumière sur certains tarifs de fou. Candy Candy, le premier tome, il est à 280 € sur Rakuten. L'intégrale à 1900 €. Ouais, Hubert, j'ai bien dit 1900 balles pour 9 tomes. Allez, d'ailleurs, tiens Hubert, on va jouer un peu au juste prix. Vas-y. On a parlé la semaine dernière de My Hero Academia. À ton avis, le prix moyen affiché pour le tome 27 dans la version collector? Donc, version collector, marque-page, calendrier, guidebook, il était à 17, un peu plus de 17 €, 17,25. 35 ? Ouais, la moyenne, donc c'est-à-dire sur toutes les ventes sur les 15 plus gros sites d'occasion recensés, c'est 97 balles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent plus et quelques-uns moins cher, mais c'est beaucoup plus qui vendent plus, quoi. Alors ça, je ne saurais que vous conseiller, aller chez des revendeurs qui sont moins dingues, aller à la bibliothèque, mais forcément quand on voit ce que brasse le marché du manga d'occasion, on met un pognon de dingue. On met un pognon de dingue, mais calme-toi Manu, tu vas encore tacher ton slip en laine. Alors oui, c'est un marché gigantesque qui attire bien des convoitises, mais au final, sur une économie de volume, parce que j'ai parlé de ces prix un peu dingues, en fait, c'est pas ça qui vend sur le marché de l'occasion. Ce qui vend sur le marché de l'occasion, c'est les best-sellers, parce qu'ils en vendent tellement qu'aujourd'hui, si on prend Rakuten sur 2023, donc Rakuten qui est un des gros sites de marketplace comme Le Bon Coin ou autre, très très important en France, c'est le deuxième du marché en ce qui concerne le livre, eux c'est One Piece, Dragon Ball et Naruto, les 3 plus vendus en manga d'occasion. Oui, c'est vraiment le volume. Et le manga d'occasion sur ces 3 dernières années chez eux a augmenté de 31% le nombre de ventes. Donc c'est vraiment l'occasion est plus importante. Vous vous lancez au bon moment, bande de petits canailloux. On a la même tendance au Japon. Une étude sur les meilleures ventes de packs d'intégrales qui a été menée dans une grande chaîne japonaise a donné que les 3 meilleures ventes c'est Demon Slayer, Naruto et Haikyuu. Donc c'est vraiment les best-sellers qui... Alors, forcément, comme c'est des packs intégrales, les séries en cours comme One Piece ne peuvent pas rentrer dedans. Mais bon, bref, si on parle du marché d'occasion et des produits japonais, on pense forcément à Mandarake, la plus grosse chaîne. Des milliards en or, en dollars. Et ouais, je vous confirme qu'ils se portent plutôt bien. Leur compte en banque est plus proche de celui du célèbre canard que du mien. Et la boîte étant cotée en bourse, on peut aller regarder justement la taille de ce compte en banque et avoir les détails. En 2019, ils avaient 9,6 milliards de bénéfices, 60 millions d'euros quand même. Et en 2022, on est passé à 12,8, soit 81 milliards d'euros, 81 millions d'euros. Ce qui est déjà quand même pas mal. Et là, on parle juste des bénéfices. Et si tu prends ta petite loupe et que tu vas regarder dans le détail, en fait, les livres là-dedans, c'est seulement 8 millions. Ce qui représente autant que les doujins. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est le jouet qui rapporte de la caillasse, de la tunasse. 46 millions d'euros sur le marché du jouet d'occasion. Alors j'ajoute, du coup, continuez de regarder dans les sociétés cotées en bourse, Bandai Namco qui vend un petit peu de jouets. Ils ont passé un cap symbolique cette année, 500 milliards de yens de revenus, 3,3 milliards d'euros avec juste la division jouets. Alors jouets, c'est les figurines et les cartes à collectionner. Donc c'est bien aidé par 3 segments qu'ils ont explosé. Les Gunpla, qui sont cartons de
depuis longtemps, mais surtout depuis le Covid, où ça a franchi un cap. Les Ichiban Kuji, vous savez, ces petites loteries pour nous, on veut la figurine machin, et on va en piocher 50 avant d'avoir la bonne. Et le truc qui les a carry de ouf cette dernière année, parce que ça a même pas un an, c'est le jeu One Piece. Le jeu One Piece, c'est des ventes de malades. Et d'ailleurs, la carte la plus chère cotée pour l'instant de One Piece, un jeu qui a même pas un an et demi, c'est 1500 €. Ouais. 1500 €. Et là, on parle de cote. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le prix de vente. Bref, il y a un marché incroyable. L'avenir semble prometteur pour les équipes de Kinkai. Encore une fois, si vous voulez devenir actionnaire, c'est le moment. En conclusion, avoir un PEA, une bibliothèque de manga, il faut faire un choix. Si Soso roule en Twingo, c'est peut-être parce qu'elle a acheté trop de figurines de Naruto. Et moi aussi, j'ai choisi. Je donne tout mon argent à Maître Adachi. Bah, ça, tu m'étonnes. Merci beaucoup, Val. Du coup, j'aimerais rapidement une réponse. T'es en Twingo, Soso? Absolument pas. J'ai une BM mais qui démarre plus. Oh, t'aurais dû être en Twingo du coup. Merci beaucoup, Val. Gabriel. Alors, je dis comme ça avec plein d'énergie. Écoute, tu es en mode quoi? Je rappelle que tu es président de Kinkai, donc une application qui donne une seconde vie au manga, mais pas que, parce qu'il y a du jeu vidéo, il y a de la carte, il y a de la peluche, il y a plein de choses. La première question est assez simple. Pourquoi avoir eu comment est venue cette idée et pourquoi avoir mis en place l'idée de créer un site de revente manga? Alors, moi, je suis passionné de manga depuis que j'ai 13 ans. Ouais. T'as quel âge là? 27. Ok. Donc ça fait un petit temps maintenant. Et je faisais ma petite collection, etc. Et je voyais vite que ça pouvait coûter très cher d'avoir des tomes de Naruto, etc. Surtout que la bibliothèque... Qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, tu m'étonnes. Et j'avais quelques problèmes, c'est-à-dire que j'arrivais plus justement à pouvoir me payer ce genre de manga. Ouais. Et je trouvais pas où pouvoir m'en trouver d'occasion, centralisé, etc. Je voyais des choses, peut-être un peu généralistes, mais je trouvais pas ce que je voulais vraiment pour les fans de manga. Quand tu parles en termes de site ou de magasin de revente? Les deux. Ouais. C'est-à-dire que je pouvais demander à mon libraire, mais par exemple, quand j'avais une demande particulière, il l'avait pas. Et quand je regardais sur le site, généralement, il y avait de tout et de n'importe quoi et c'était pas très bien référencé. Je savais pas trop où je m'aventurais. Et du coup, de là m'est venue l'idée de créer Kinkai. Pas quand j'avais 13 ans, mais il y a pas longtemps. Non. Et du coup j'ai créé Kinkai. Ouais. Ça fait à peu près plus d'1 an et demi qu'on travaille sur ce projet avec mon associé Jonas. Et là, maintenant, le site est fonctionnel depuis à peu près 4 mois. Ok. Donc voilà, pour vous expliquer Kinkai ce que c'est, oui. Avec des mots assez simples, c'est comme une grande brocante, mais spécialisée dans l'univers du manga, où vous pouvez acheter et revendre tout ce qui est autour du manga, donc des mangas, des figurines, des cartes Pokémon, des peluches, tu l'as dit tout à l'heure. Et voilà. Alors, j'ai une question. Comment sont fixés les prix? Est-ce que c'est le revendeur qui le fixe ou vous avez une grille de prix à suivre selon le manga, selon la date, selon l'édition, selon tout un tas de choses? Alors nous, on laisse le choix aux vendeurs de fixer les prix. On ne va pas les fixer nous-mêmes. Mais par contre, pour ceux qui veulent, on peut estimer les prix. On a souvent des demandes d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous estimer cette intégrale-là ou alors cette carte de telle collection, etc. Et avec grand plaisir, on est assez réactif et on va leur proposer justement, tu peux les mettre à ce prix-là, etc. On n'aime pas qu'il y ait trop de spéculateurs non plus, même si évidemment il y en a toujours, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On aimerait bien avoir un espace quand même assez correct, surtout qu'il n'y a que des passionnés et on s'y connaît bien. Donc voilà, c'est... Voilà. Okay. Valentin. Moi j'ai envie que tu nous expliques le nom. Kinkai, ça veut dire quelque chose, d'où ça vient? Je connais quelqu'un qui a la réponse. Ouais. Nice. Du coup, je connais 2 personnes. Ok, ouais. Vas-y. Tu le dis? Je peux le dire si tu veux, vas-y. Pour mon plaisir, pépite d'or. Voilà. Bravo. Pépite d'or en japonais. Donc pour trouver ta pépite, voilà, tout simplement. Alors, j'ai une question par rapport à ça, une question de Face, notre producteur, qui veut savoir si le nom est inspiré du manga Golden Kamuy. Ah. Non, pas du tout. Okay. Mais ça aurait pu, j'avoue, mais ça n'a pas été inspiré là, c'est de ma tête. Nice, t'avais une question? Ouais, moi j'avais une question par rapport... tu parlais des cartes, par exemple. Ça peut aussi concerner les figurines. Est-ce que vous avez travaillé peut-être avec des organismes ou vous faites ça chez vous concernant la certification des objets, que ce soit du coup les cartes, les figurines et tout ce qui peut être de la contrefaçon tout simplement? Ouais. Alors on commence à avoir des partenaires, notamment de gradation de cartes, de certification, etc.
qu'on est en train de mettre en place et qui vont arriver très prochainement justement pour la certification et l'authentification des cartes. Je peux pas donner les noms dès maintenant, c'est encore un petit peu confidentiel, mais ça arrive très prochainement et justement ça va permettre de pouvoir bien justement faire quelque chose contre les contrefaçons, etc. Il y a aussi une fonctionnalité sur Kinkai qui permet d'alerter quand quelqu'un pense que c'est une contrefaçon, quelque chose de fake, cool. Et vous pouvez cliquer sur le bouton et nous directement on est très réactifs aussi. On banne directement le produit et on parle avec le vendeur pour savoir pourquoi est-ce qu'il a mis ça. Il y en a qui ne savaient pas. Et après, voilà, il y a une conversation qui se fait. Mais... Parce que j'allais te poser la question, mais tu as un peu répondu sur le contrôle qualité. Comment savoir, par exemple, un manga, comment tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas de page déchirée ou un peu dessinée, puisque vous ne recevez pas tous les... c'est un site d'achat-vente, donc vous ne recevez pas les produits. Comment se passe le contrôle qualité, à part sur les cartes où tu as des experts? Eh bien, par exemple, un manga, on va recommander au vendeur de mettre le plus de photos possible. Il y a évidemment, il va mettre la qualité comme neuf, moyen état, avec les pages déchirées, etc. Et nous, généralement, on peut encore justement parler au vendeur, lui demander si, généralement, notamment pour les grandes intégrales, etc., si tout est en bon état, etc. Voilà. Et après, on essaie d'être très réactif sur le service client. Soso. Justement, parce qu'on n'est jamais à 100% épargné. Est-ce qu'il y a un service, par exemple, service après-vente, finalement, on reçoit un produit et en fait, il y a des traces de crayon dedans et tu l'as payé le même prix, 2 € de moins qu'une autre qui apparemment était beaucoup plus nickel. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un système de service après-vente du coup? Ouais, complètement. Du coup, quand vous, par exemple, imaginons tu reçois une page déchirée, etc., tu vas nous en avertir, pardon, et nous, on va faire en sorte que, soit le vendeur dit que, c'était justement une erreur de sa part, etc., il va rembourser, et si c'est pas le cas, c'est nous qui allons, rembourser les frais pour que tout le monde soit content, parce que justement, l'idée de passer par un intermédiaire comme Kinkai, c'est aussi d'avoir cette certitude après que, si on n'est pas satisfait, on peut être remboursé, et voilà. Okay. Tu as parlé tout à l'heure de la naissance de Kinkai où quand tu cherchais des mangas, tu n'arrivais pas forcément à les trouver. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité bouteille à la mer, genre je cherche tel titre et ça envoie à tous vos vendeurs qui peuvent regarder parce qu'ils n'ont peut-être pas mis l'ouvrage en vente parce qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un pouvait être intéressé ou autre. Est-ce que du coup vous avez ça ou pas? Ouais, on a mis en place cette fonctionnalité justement qui s'appelle Nouvelle Demande. Pour les personnes qui ne trouvent pas telle édition, que ce soit des collectors, des éditions limitées ou alors autre chose. Et tous les jours, on a des nouvelles demandes, des requêtes, etc. Et il y a des personnes qui peuvent répondre directement, peut-être des personnes qui ont déjà l'article, et il va y avoir, s'ensuit un échange entre les deux, ou alors même nous-mêmes, parfois, on peut être en possession de certains de ces articles, et avec grand plaisir pour aider ceux qui recherchent leur précieux. Le précieux. Ça c'est nickel pour Nice. Justement, ça fait une transition parfaite. Nice. Ouais, du coup, on parlait du service après-vente et de l'échange avec les consommateurs, etc. Mais j'ai vu que vous faites beaucoup de création de contenu. Vous avez un blog sur votre site internet et même sur votre Instagram. Vous créez du contenu. C'est important pour vous d'être aussi présent sur cette place de création de contenu pop culture, manga, faire vraiment partie de la boucle, un côté communauté. Ouais, complètement. On est très attaché à notre communauté. Comme tu l'as dit, on a un Instagram, un TikTok, etc., où on fait pas mal de vidéos avec différents partenaires qui sont créateurs de contenu ou alors même des artistes, des mangaka aussi. On veut vraiment mettre en avant toute la pop culture manga à travers différentes vidéos et différents contenus ensemble. On a aussi un Discord qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir parler avec différentes personnes de la communauté. Donc, c'est super important pour nous. Et n'hésitez pas à aller check sur notre Insta Kinkai. On est ravis de parler avec la commune. En fait, j'allais poser une question, mais tu as un peu répondu. J'allais te demander comment vous différenciez d'un Vinted ou d'un 2 fois moins cher ou autre qui sont aussi des sites d'achat-vente. Mais donc, tu l'as répondu en ayant une communauté et en allant plus vers les gens. Ouais, alors c'est ça, mais c'est pas seulement ça. C'est surtout, notamment sur le site, on a une vraie spécialisation avec des catégorisations de mangas, avec un catalogue de séries, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple de pouvoir naviguer sur le site en tant que passionné. On a une vraie expérience utilisateur pour passionnés de manga et de la pop culture.
Et on sait de quoi on parle, on est passionné. Et donc, on a vraiment fait Kinkai en tant que passionné pour les passionnés. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais c'est la vérité. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de retours. Ouais. On a eu beaucoup de retours, comme quoi c'est un vrai plaisir de pouvoir naviguer sur Kinkai et trouver ce qu'on recherche de manière assez simple. Et même parfois, on peut naviguer sans forcément savoir ce qu'on recherche. Et nous, justement, on est là pour faire une éditorialisation avec nos coups de cœur. Et voilà. Soso. Justement, j'ai une question. Est-ce que sur la plateforme, il y a moyen de négocier ? Ouais, il y a moyen de négocier. Vous pouvez faire des offres. Si vous trouvez qu'un prix est trop élevé ou que vous avez un petit peu ce côté joueur, vous pouvez essayer de négocier avec le vendeur. Mais c'est juste des envois de prix, pas une conversation ? Si. Ah, c'est une conversation ? Oui, alors voilà, par exemple, tu vas mettre un prix qui pense te correspondre et ensuite s'ensuit une conversation directement sur le chat avec le vendeur et puis vous pouvez essayer de trouver un arrangement ou un prix qui convient aux deux. Voilà. Val, tu as parlé de la communauté. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette communauté avec, si vous avez assez d'informations, c'est quelle tranche d'âge, c'est plutôt masculin, féminin, c'est quoi comme panier moyen d'achat ? Alors, notre communauté est assez large, c'est vrai, parce que nous, en fait, on est vraiment déjà niché sur le marché du manga et des produits dérivés, de la culture, etc. Et ça peut très bien aller du jeune de 13 ans qui recherche des mangas d'occasion à quelqu'un de 35 ans qui va rechercher une édition spéciale du manga Monster, par exemple, qui n'a rien à voir finalement. Très bon choix. Donc, oui, voilà. Ou alors même de quelqu'un qui adore la musique et qui va choisir le dernier vinyle de, par exemple, de Nujabes, ou Cowboy Bebop, Samurai Champloo, voilà, les grands des OST qui sont incroyables, par exemple. Et donc, c'est assez varié. Le panier moyen est varié également. Donc, ça dépend si c'est des personnes qui vont plus rechercher du collector, ça va être des paniers moyens un petit peu plus élevés. Et si ça va par exemple être un intégral d'occasion, ou même juste un manga d'occasion, il y a des prix qui sont vraiment super accessibles. Et c'était aussi l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible le manga ou les cartes Pokémon, les cartes TCG. Voilà, encore une fois, c'est assez large. Ouais. On est en train de développer notamment l'aspect TCG, qui est très important. Est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs le TCG? Donc tout ce qui est cartes Pokémon, cartes One Piece, cartes Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose on a un grand catalogue de ces cartes-là. Et donc voilà, encore une fois, la communauté est assez large. Nice. Justement, j'allais poser une question par rapport aux collections, parce qu'il y a vraiment tout un paramètre pour les collectionneurs. Il y a vraiment, même quand on arrive sur le site, pour les collectionneurs, c'est écrit. On appuie dessus et on voit plein de choses à collectionner. J'aimerais savoir si vous allez approfondir ce paramètre-là. Et est-ce que le Japan Corner aussi, parce que vous avez un Japan Corner qui propose que des produits dérivés ou pas du Japon, est-ce que vous allez aussi vraiment vous centrer sur le développement de cette partie-là, où ça va quand même rester un équilibre entre la seconde main et la collection? C'est une bonne question. Pour le Japan Corner, on est en train de mettre en place des partenariats, on en a déjà pas mal, des personnes qui sont déjà présentes au Japon ou alors qui font de l'import de produits japonais, et on a vraiment envie d'agrandir cette catégorie-là du Japan Corner qui est sur Kinkai, donc pour rappeler qui sont que de produits japonais. C'est quelque chose qui est très demandé et on est en train d'élargir l'offre de plus en plus et on est très content de ça. Et pour l'aspect collection, pour l'instant c'est seulement tout ce qui est autour du manga, etc. On veut vraiment se focus sur l'aspect manga, cartes Pokémon, un peu niche entre guillemets. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, t'as répondu, totalement. Mais voilà, c'est vraiment pour agrandir ta collection. Voilà. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions sur Kinkai, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Il n'y a pas d'autres questions sur Kinkai? C'est bon. J'aimerais qu'on parle un peu de toi, Gabriel, puisque ce qui est intéressant aussi sur le site de Kinkai, c'est qu'il y a une description de qui tu es. Notamment, et on a plein de questions, on va pouvoir débattre de plein de choses. Je vais prendre au tout début, c'est que ton personnage préféré manga, c'est Onizuka. Ouais, en effet. Alors lequel? Alors, Young ou GTO? GTO. GTO, très bien. Alors,
Question très simple, et après on va rentrer dedans. Titre. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce personnage, et même dans le manga GTO? Ce qui me plaît particulièrement, c'est un peu ce mix entre le côté comique d'un côté et le côté moral aussi. Le fait que parfois il y ait cet ancien Yakuza qui va devenir professeur et qui va pouvoir donner des leçons de vie à des jeunes étudiants, je trouve ça super fort. Et donc on peut passer d'une page où on va se marrer parce que bon voilà, il va parler de choses un petit peu voilà. Et puis il va essayer de serrer des meufs et ça marche pas. C'est assez rigolo. Et à l'autre page, on va se dire waouh, on se prend une claque parce que il va juste apprendre une leçon de vie. Et c'est vraiment ce contraste-là dans le manga que j'apprécie particulièrement. Et Onizuka, c'est un peu le prof, je pense, que beaucoup ont rêvé d'avoir dans leur enfance. Okay, en fait, c'est de par sa jeunesse qui fait qu'il comprend tellement bien ses élèves. Ouais. Et il me semble que c'est dans le premier épisode où il a une élève qui s'entend pas du tout avec ses parents. Oui, il casse le mur. Là. Ouais, et il débarque chez elle avec une massue. Il casse le mur pour que... C'est un peu un symbole parce qu'il casse le mur pour qu'elle parle à ses parents, mais en même temps, ça brise une barrière avec ses parents. Et c'est ça, toutes les actions d'Onizuka sont un vrai symbole. Et je pense que tu as ravi tout le monde parce que on aime tous Onizuka ici. Oui, on a eu la chance de recevoir son doubleur. Benoît Dupac. Ouais. Tu l'as rencontré ? Non, mais j'aurais beaucoup aimé le rencontrer. Parce que je trouve qu'il fait un travail de fou, surtout cette voix-là. Enfin, c'est incroyable. Tu sais pourquoi ? C'est Onizuka. C'est parce que c'est vraiment Onizuka. Il fait zéro effort. Genre, littéralement, il a juste à être lui. C'est-à-dire que c'est un mec moi, je l'ai rencontré qu'une fois, il est en l'émission. Super sympa. Il est dans la déconne tout le temps. J'ai pas l'impression qu'il force beaucoup sur sa voix pour doubler Onizuka. Il est vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand il arrive et qu'il te dit bonjour et qu'il dit qu'il va te mettre une salade de phalange, c'est extraordinaire. Ah oui, de ouf. Là, il y a pas longtemps, j'ai accompagné Soleil Nocturne pour du doublage, et c'était lui le directeur de doublage. En gros, et je lui ai demandé, il m'a dit mais oui, passe et tout, donc il m'a fait juste faire un petit essai, pour rigoler comme ça. Sur quoi t'as essayé ? Sausage Party, la série. Mais évidemment, c'est sur Sausage Party. Bien sûr. Après, non, c'est juste pour rigoler comme ça. C'est pas grave, t'as les rushs. Non. T'as les rushs, donc ok. Mais c'était Benoît qui m'avait filmé comme ça. Et en fait, il a vraiment en plus ce côté genre hyper encourageant. C'est trop bizarre parce que je le regarde, je fais vraiment, j'ai l'impression d'avoir Onizuka. Je suis désolée, t'es pas Benoît, t'es Onizuka, parce que déjà là-bas c'était Léo dans Charmed, mais là c'était Onizuka vraiment de base devant moi. Il a ce côté vraiment un peu paternel, tu sais. Après c'est un papa pédagogue aussi. Et mais ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Donc du coup c'est vrai que la première fois qu'on l'a eu sur Yatta, moi j'étais comme une ouf. Vraiment j'étais comme une ouf parce que c'était Onizuka à côté et ça le fait kiffer quoi. C'est aussi Luigi dans le film Mario Bros. Oui, c'était trop bien. Il était super. C'était trop bien. J'étais grave étonné. Je me suis dit mais attends, mais c'est pas possible là. Je connais cette voix. Ouais, je connais cette voix. Et c'est Glenn dans Walking Dead et il a fait la série qui a fait l'acteur de Glenn il y a pas longtemps sur Netflix là. Le film Mario Bros, le monde entier nous envie ce doublage. Ah bien sûr. Même les Américains qui sont pourtant considérés du coup comme la VO, on dit non mais la VF. Pour la VF, il était directeur de casting sur la VF, Benoît ? Non, ok. Non. Mais oui, non, il était juste comédien, mais par contre, la VF était exceptionnelle. Ouais. La chanson Peach, on s'en souvient tous. Oui, Peach, net. Pour revenir sur GTO et Onizuka, t'as préféré GTO à Young GTO du coup ? Ouais, moi personnellement oui. Après j'ai aimé Young GTO aussi, mais alors préférer l'un ne veut pas dire détester l'autre. Exactement. C'est sûr. On est d'accord. Il a un amour. J'aime les deux. Ok. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Qu'est-ce qui t'a moins plu du coup dans Young GTO ? C'est pas quelque chose qui m'a moins plu. C'est juste que j'ai eu plus de feeling. Franchement, c'est quelque chose de voilà. C'était un feeling personnel. Voilà, c'est ça. J'ai passé un meilleur moment en lisant GTO et en regardant l'animé aussi. Il est un peu plus vieillot, je trouve, Young GTO aussi. C'est pas la même ambiance, je trouve. C'est normal parce que là, il est jeune. C'est quand il est bad boy, tu vois. Ouais, c'est un petit Yankee. Donc, t'as moins de profondeur dans l'histoire. Moi, perso, je préfère Young GTO parce que la promesse de tu vas te marrer, ça me fait marrer. Mais tu as du coup quasiment que ça. C'est du gag, du très très bon gag, mais c'est du gag. Alors que dans GTO, tu vas avoir des leçons de vie et des problèmes sociaux qui vont être adressés. Young GTO, c'est chaque chapitre commence par dans ce chapitre, je suis plus puceau.
Okay. Spoiler alert, il l'est. Oui, mais après, je pense qu'il y a ce côté, on a beaucoup tous commencé par GTO, donc passer à You GTO juste après, je pense qu'il y a un gap qui se fait, tu vois. C'est possible. Ouais, je reviens vite fait sur Benoît Dupac parce qu'il y a Jay Polo qui nous dit très professionnel. Benoît Dupac, c'est lui qui s'occupe du doublage de Walking Dead et de The Boys. C'est pour ça que le doublage est vraiment bon. Mais le doublage français de The Boys est exceptionnel. Magnifique. Voilà. J'ai commencé The Boys, je suis à la saison 2, ça y est, exceptionnel. Ah ouais. Tu sais quoi, je me suis dit c'était une information importante. J'ai vu The Boys en français. T'as regardé The Boys? Bon, c'est pas du manga, mais bon, j'ai regardé quelques épisodes, mais après moi j'avais regardé en VO, mais comme quoi, faut que je regarde un petit peu les doubleurs avant de. Mais la VO est bonne aussi. J'ai commencé avec la VF, là je suis en VO parce que Mathis m'a forcé. Dis-lui que c'est Benoît qui s'occupe de la peut-être switcher, mais non, la VF est exceptionnelle, elle est trop bien la VF. On est d'accord. Si c'est Benoît, tu fais du taf. Si c'est Benoît. Et d'ailleurs, tu reviens quand tu veux, Benoît. Vous m'invitez, j'espère, s'il vient. Eh ben, écoute, c'est noté. C'est noté, avec grand plaisir. Il va être là. Ouais, grave. Gabriel, il y a un truc qui me fait énormément plaisir. Ouais. C'est ton manga préféré. C'est pas forcément mon manga préféré, mais c'est un manga que j'aime particulièrement et qui malheureusement a eu un problème principalement à cause de ces hors-séries en animé. C'est Bleach. C'est ça. On en parlait il y a pas longtemps. Qui a une deuxième vie depuis la sortie de sa dernière partie en animé, qui, entre parenthèses, est très bonne et qui change par rapport au manga. Toi, tu l'as découvert comment, Bleach? Alors moi, Bleach, c'est le deuxième manga qui m'a fait redécouvrir les mangas, entre guillemets. Enfin, j'ai commencé avec Naruto et après il y a eu Bleach. Ouais. Donc c'était double claque assez rapidement. Ce sont deux univers différents. Ouais, mais il y a une bonne façon de commencer en tout cas un bon chemin. Studio Pierrot, tu vois. C'était en manga ou en animé du coup? J'ai commencé en animé, et après j'ai lu le manga. Ok. Et juste, je me suis pris une claque assez rapidement. On est sur quelque chose de plus sombre, plus adulte. J'ai pas l'habitude que quelqu'un dise mon manga préféré, ça a été Bleach. Quand j'étais jeune. Alors moi j'en connais pas mal. J'en connais beaucoup. Ouais. Tu sais que surtout au tout début, sur les deux premiers arcs narratifs, vraiment, il y avait un engouement. Bien sûr. C'est sombre. Juste petite parenthèse, Diff, qui est un membre de l'équipe, lui, tu lui demandes entre ce qu'on appelle le fameux Big Three, One Piece, Naruto et Bleach. Son préféré, c'est Bleach. Il y a encore beaucoup de passionnés de Bleach, et d'ailleurs sur Kimkai il y a beaucoup de personnes qui achètent du Bleach. Et ça prouve à quel point après je pense que l'animé, enfin le nouvel animé, le retour a fait en sorte que il y a une nouvelle vague sur Bleach. Mais il y a toujours autant de fans, je pense, c'est incroyable. T'as lu jusqu'à où? T'as tout lu? Ou t'as pas tout regardé? J'ai pas tout lu. Tu t'es arrêté où? Que j'essaye de pas te spoiler. Je me suis arrêté là où justement l'anime en est actuellement. Ah, mais sur le dernier arc alors. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Parce que en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire rapidement, tu me corriges évidemment Valentin si je dis n'importe quoi, mais clairement l'animé, les hors-séries qui étaient vraiment mauvais ont plombé un petit peu tout, et ça fait en sorte que Tite Kubo a dû rapidement terminer le manga. Et donc ce dernier arc était pas forcément très très bon en manga, mais ce qui est bien, c'est que dans la version animée, et il le dit très bien en interview, c'est qu'il a retravaillé des choses et ça se voit. Les combats sont retravaillés. Il y a des combats qui sont très très courts, voire inexistants dans la version manga, qui sont retravaillés pour l'animé. Et c'est très rare que je dise ça, mais sur cet arc-là en tout cas, l'animé est meilleur que le manga. Je crois la division 0, elle ne sert à rien. En tout cas, dans cette partie du manga, elle sert à rien. On la voit pratiquement pas se battre. Ouais. Je vais juste apporter une toute petite précision sur pourquoi cet animé avait autant de fillers. En fait, il y a deux types de programmes d'animation. Il y a les animés fleuves qui doivent avoir un épisode toutes les semaines pour remplir une case horaire à la télévision. Et ça, c'est des créneaux qui valent super cher et on les donne aux mangas best-sellers. On l'a sur Détective Conan, on l'a sur One Piece. Donc, c'est des animés sans fin parce que dès qu'il y a une saison qui finit, il y a la saison suivante qui commence. On se pose même pas la question, est-ce qu'il y aura une saison suivante? Tu vois, là, ça continue. Et quand ils rattrapent le manga,
ils sont obligés de produire du contenu. Et pourquoi les fillers en général sont chiants? C'est parce qu'il faut que ça soit du contenu neutre, qui n'ait pas d'impact sur l'histoire. Tu as le droit de tuer personne, tu as le droit de machin personne. Enfin, et donc, oui, les fillers, c'est nul, vraiment. Clairement, j'essaye pas de les défendre. Je donne juste le contexte de comment ils arrivent, parce qu'il y a un rendez-vous sur Télé Tokyo tous les jours, tous les vendredis à telle heure. Il faut tes 20 minutes de telle série. Et donc, si le manga est rattrapé, tu remplis avec du caca en général. Après, on est sur une époque où on faisait ces mangas fleuve, ces animés fleuve. Naruto, les fillers, moi j'ai eu beaucoup plus de mal avec les fillers de Naruto qu'avec ceux de Bleach. Ils sont moins mauvais que ceux de Bleach. Il y en a beaucoup, mais ils sont un peu mieux. Oui, mais moi, mais alors, après, c'est ton avis. Oui, c'est mon avis, mais oui, bien sûr. J'attendais chaque semaine la suite et juste j'en pouvais plus. Dans Naruto ou dans Shippuden? Parce que dans Naruto, c'est Shippuden qui est un peu. Oui, dans Shippuden, il y a un moment 3 ans de juste waouh. Ouais. T'as des dizaines et des dizaines de il y avait que ça. Et je me rappelle les commentaires, t'avais que des haters, genre c'était en mode j'en peux plus, etc. Parce que je crois le pire moment c'était l'arc de la Grande Guerre. Parce qu'encore, en fait, le truc c'est que le moment où l'animé arrive pour Naruto, quand tu regardes Naruto au début, quasiment ça s'enchaîne. Il y a presque pas de filler, il doit y avoir un petit épisode vite fait, et ça s'enchaîne de fou. Donc tu passes un très bon moment sur Naruto. La fin de Naruto, c'est quasiment que des fillers. Une fois que Sasuke s'est barré, et après t'arrives sur Shippuden. Là, j'ai l'impression qu'il a fait une partie filler sur la fin de Naruto. Je rappelle, Naruto fait du babysitting avec un dinosaure. Ouais, mais super. Il y a par contre un épisode qui est très drôle où Shino est obligé de rire tout le temps, et il y a un enterrement, ils doivent pas rigoler et tout. Il y avait des épisodes qui étaient marrants. Quel enfer. Mais Shippuden, là pour moi, qui passe son permis de conduire. Alors termine, parce que j'ai un truc à dire sur t'aimes bien Dragon Ball du coup, Gabriel? Ouais, j'aime bien Dragon Ball. J'ai un truc à dire sur cet épisode filler. Moi, de ce que je me souviens en tout cas sur Shippuden, le moment qui a été compliqué, c'est quand t'es en pleine grande guerre, t'es comme un ouf, et là t'as 4 mois de filler. Je suis revenue 4 mois après. J'ai dit, et ce qui était très bâtard de leur part, c'est qu'il y a eu un épisode, c'était la fin de l'ère filler, donc moi je l'ai zappé. Et je reprends l'épisode, je suis en mode, il y a un problème. Et en fait, à la fin de l'épisode filler d'avant, ils ont mis 5 minutes de canon. Et j'ai fait, oh les bâtards. Tu fais pas ça, normalement c'est pas gentil. Non, ils appellent ça des semi-fillers. Ouais, mais après il y avait eu aussi les fillers qui étaient adaptés des romans. On a eu le filler Itachi. Itachi, toute l'histoire c'était un filler, même si c'était pas exactement comme un roman. Quand il y a Itachi, c'est pas un filler, c'est bien. Oui, mais après il y a eu le roman de Jiraiya, il y avait pas mal de flashbacks, donc en fait tu savais pas trop où te placer si toi tu lisais le manga. Mais moi je sais que l'art des Bount dans Bleach, on en avait parlé. Ça a été dit dans le chat. Le Daigudish Dark là, c'était ça, non? Juste après Soul Society, t'as vécu un moment de fou malade, et là ils te mettent l'arc des Bount qui n'a encore une fois aucune incidence sur l'histoire, mais du coup le level, il y a aucune logique. C'était horrible. Je me rappelle bien. Horrible. Alors je vous coupe parce que dans l'oreillette, Face me dit qu'on a quelqu'un au téléphone. Face, t'es là? Je suis là, mon Yves, comment ça va? Oui, ça va. Écoute, je ne sais pas du tout qui tu as au téléphone. C'était une petite surprise pour vous. Ok. Oh non. Il y a Benoît. Imagine, c'est Benoît. Imagine, c'est Benoît. En ligne? Allô? Onizuka, t'es là? Les amis, Incroyable. Oh là là. Déconné, mademoiselle Soso, ma puce, comment ça va? Ça va et toi? Ah là, la bombe est là, les amis, vous êtes là, mais sérieux. C'est vraiment des J'ai les oreilles. C'est que chez Yata. Ça m'a fait des frissons, les mecs. Benoît, on a deux choses à te dire. On a Gabriel qui est avec nous, qui est le président d'une plateforme qui s'appelle Kinkai, qui est du revente de manga, entre autres, et qui nous a dit que son personnage préféré, c'était Onizuka, et que du coup, toi, ton doublage lui a donné vraiment cet amour pour Onizuka. Ouais, mais ça me touche beaucoup, Gabriel. Et Gabriel, merci à toi. Wow. Franchement, merci. Et je crois que réellement, ce qui est vrai, c'est que la case GTO, elle a ouvert un peu des passions. Mais vraiment, je le dis, ce week-end, j'étais en convention, etc. Et j'ai vu des gens qui ont découvert un peu le manga avec Canal+, en clair, GTO, et qui sont mis à découvrir et à aimer le manga et tout. Et ça, mon pote, putain, mais je suis reconnaissant éternel à Toru Fujisawa. Franchement, merci beaucoup. On t'aime, Benoît. Franchement, je suis ému. Mais vraiment, Gabriel. Et si je peux faire un peu de la pub pour ton truc, je le ferai. Merci beaucoup, merci mille fois. Je crois que t'as les larmes aux yeux. Non, mais c'est vrai que ça brille un peu. Non, mais c'est normal. C'est mon enfance. On est sur le boss. Benoît, j'ai deux choses à te demander.
Mais vraiment. La première, déjà, tu reviens quand tu veux. C'est pas une chose que je te demande, c'est une chose que je te dis, tu viens quand tu veux. Là, jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre, je suis en croix 6 jours sur 7. D'accord. 6 jours sur 7, bon, là, c'est dur. Oui. Le 2 octobre, les amis, 2 secondes. Vous allez au Cinoche voir un film dans lequel je suis, les mecs. C'est lequel? On fait quoi maintenant avec Darmon, Isabelle Nanty, Zabou Bretman, un film de Lucien Jean-Baptiste, dans lequel j'ai un putain de rôle. Vous allez voir la bande-annonce. Le Ben, il a kidnappé la bande-annonce. Il a kidnappé la bande-annonce. Il arrive en moto dans la bande-annonce. Il a terrassé tout le monde. Il a mis tout le monde à l'aise. Il a dit, allez, je prends tous les plans. Donc ça c'est réglé. Ouais. Et le 2 octobre, ça sort au Cinoche. Et évidemment qu'en novembre, moi, je viens un grand plaisir pour faire un coucou et on avait passé une trop belle émission. Et en plus, on a des nouveaux studios, tu vas voir, ils sont bien. Hein. Ah oui, de ouf. Mais laisse tomber, elle m'en a parlé, mademoiselle Soso. Ah bah ouais. Mais ça va être canon. À la maison de la radio, je crois que vous êtes on est revenu dans la maison mère. Et deuxième chose, Benoît, on sait que Soso est venu faire un essai doublage. Est-ce que t'as les rushs? Ouais, je crois que j'ai une bonne vidéo. Trop bien. Elle était avec ma petite Soleil Nocturne que j'adore. Ouais. Elles étaient toutes les deux et franchement, elles ont déchiré. Et Soso, t'as pas été intimidé alors qu'il y avait du monde et tout. Je te félicite. Hein. Quand tu veux, tu me rappelles. Non mais vraiment, je t'adore. Vraiment, t'as déchiré. Et franchement, c'était ce week-end, c'était avec Bob Lennon. Bob Lennon, il veut absolument bosser aussi avec WAM. Ouais. Et franchement, on a bien rigolé. Et il a une putain de voix aussi, l'enculé. Ah, bah, toujours pareil. Je verrai comment je vais pouvoir le faire venir, mais Soso, évidemment que tu vas revenir et les roches, je vais essayer de les envoyer. Ouais. Viens avec. Tu sais quoi, quand tu viens à l'émission, viens avec. Et tu sais, on les regarde en direct live. On fait du live react, quoi. On y va. Et on passera, on verra la petite mademoiselle Soso comme ça derrière la barre. Bonjour. C'est faux, en plus je devais faire la voix de Marion Cotillard, c'était horrible. Ah mais non, t'étais topissime, tu rigoles. Et dis-moi la deuxième chose, c'est que t'as aucun problème. Ah bah la deuxième chose c'était que tu viennes avec ça. Ah d'accord. Bon Benoît, fais-nous un petit kiff là, un petit Kichino Onizuka là mon petit Benoît. Mais franchement, les mecs, vous avez vu la bombasse à 16 ans, elle a 2 buts de la Wehrmacht, t'as un cul à rentrer des bananes. Hey Mouraille, tu fais quoi avec ta mère là? Appelle-la que je te recommence toi. Benoît, t'es un amour. T'es un amour. Benoît, je vous embrasse fort les amis, vous êtes la famille. Benoît, rapidement, vas-y. Juste, j'ai appris par ma meilleure pote qui est fan de toi que tu passes à Saint-Brieuc. Je viens de Saint-Brieuc. Ah oui, je fais la braise. Allez, je passerai te voir. Mais t'es obligé, c'est en novembre, je crois. C'est en novembre, c'est magnifique. C'est ça. On va tellement rigoler, et puis franchement, elle s'annonce bien le truc, ça s'annonce pas mal. Voilà. Non, et puis j'ai plein de trucs à vous dire, voilà, nickel. Allez, on va à la maison. Merci beaucoup Benoît. On t'embrasse, merci beaucoup, t'es un amour. Ciao. Merci Benoît. Merci. Bisous la famille, bye bye, ciao. Merci, bisous. Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'il y a une autre personne dans le monde du doublage qui peut te mettre, toi Gabriel et même nous, dans un état de joie juste en disant bonjour? Ah ouais, non mais j'avoue que je m'y attendais pas, hein. Franchement, quelle surprise, trop cool, vraiment. Mais même nous, on était en mode... en fait, quand il a dit j'ai une petite surprise, j'ai été touchée, j'étais en mode mais non, mais Benoît il est trop là quoi, genre. Je vais vous dire l'envers du décor. À quel point notre producteur Face, c'est un filou. Parce qu'il me dit ouais, j'ai une surprise, j'ai un pote à moi que j'aimerais faire passer. Et je lui dis ouais, c'est qui? Il me dit oh je sais plus son prénom. Ah ouais, jeu d'acteur en tracteur. Il se moque de moi. Okay. Je pense que lui en espion il aurait pas été bon. En espion alors, ça aurait pas été. C'est bon signe. Tiens d'ailleurs en parlant d'espion, en première heure, je me permets de faire un petit lien. En première heure, Gabriel, on a parlé des espions et des tueurs à gages, enfin des mangas hein, bien évidemment, pas les vrais, qu'on aimait particulièrement. C'est un style que tu lis ou que tu regardes, toi? Ouais, j'aime beaucoup, notamment Reborn. Donc, bah justement, on n'avait pas eu le temps d'en parler. Ouais, donc c'est un manga qui m'a bercé également et que si tu veux faire le pitch en quelques phrases, vas-y, si tu arrives, sinon Valentin il le fera très bien. Oui, en gros, c'est l'histoire d'un bébé qui va devenir professeur d'un ado pour qu'il devienne le parrain d'une des plus grandes mafias du monde, enfin voilà, et donc un ado qui est un gros loser, c'est important à préciser. C'est ça, oui, c'est vrai, c'était un gros loser et c'est incroyable, enfin il y a trop de trucs. C'était censé être un shoujo de base, donc c'était avec une mangaka vraiment pour ça, et de fil en aiguille, c'est devenu un vrai shonen qui pour moi devrait revenir. Enfin, j'aimerais bien avoir limite une réadaptation en animé avec la fin, choses comme ça, parce que c'est incroyable, genre vraiment lisez ou alors regardez Reborn. En fait, Val, qu'est-ce que t'aimes particulièrement, toi?
Alors moi j'aime les deux phases parce que comme tu le dis, ça commence très gag Reborn, et pour dire le héros, on oublie même son vrai prénom, on connaît juste son pseudo où ils raccourcissent son nom, ils rajoutent naze à la fin. Donc c'est vraiment le héros est le gros loser, tout le monde le charrie, enfin, il se fait pas maltraiter, mais c'est un loser, il réussit rien et il tombe sur cette espèce de gamin qui a un physique improbable qui va devenir son professeur de tueur à gages. Et au début c'est que du gag, mais là on parle de gag de niveau collège foufou, de l'absurde absolu du Dr. Slump. Absurde, quoi. Non mais c'est voilà, celui soit t'accroches à fond, soit tu décroches. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'accrochent pas à cette partie-là de Reborn, parce qu'après quand il va progresser le héros, là on rentre dans de la profondeur, dans de la construction de l'histoire, dans des choix à faire. Quand tu deviens quand t'es la risée de tout le monde, t'entraîner à devenir un tueur pour prendre confiance en toi, tu peux faire des blagues. Mais quand tu deviens le parrain d'un clan mafieux, là les choix que tu vas faire, ils vont avoir des conséquences. Il va falloir que tu vives avec ces conséquences, et c'est là tout le talent de ce titre. C'est pas pour rien qu'il a plus de 31 millions de ventes. Enfin, c'est énorme. Ça pèse énormément au Japon, Reborn. Et aujourd'hui, l'autrice, c'est celle de Ron Kobayashi, détective chez Mangetsu. Donc vraiment, vrai que passer par Ron Kobayashi pour vous dire c'est mortel, je vais lire Reborn. Ok. Mais je crois que l'animé, il y en avait plein qui avaient lâché, parce qu'en fait, la première phase, il y en a, ils ont dit c'est nul. Il y en avait plein qui disaient oui, en fait, il faut que tu attendes 40 ou 50 épisodes, et là, ça devient incroyable. Et en fait, il faut se taper les 40-50 épisodes du début. Ça vaut le coup. C'est un peu comme ça pour les mangas. Et puis c'est super marrant. Ça vaut le coup. Elle change de ton. Mais pour moi il y a une évolution et c'est pareil, en fait c'est sur la durée. Au bout d'un moment elle a dû dire je peux plus faire de gags, j'ai épuisé le sujet, et puis mon personnage il est obligé d'évoluer, et elle a réussi à le faire. C'est tu sais, c'est à partir de combien de tomes que ça commence à prendre un autre tournant, un tournant plus sérieux? C'est vraiment à partir du alors dans l'édition normale, pas l'édition tome double, c'est à partir de la fin du 8e, début du 9e tome. Ah, donc ça c'est rapidement. À l'époque c'était 2 ans ou 3 ans de parution, donc Et pour l'animé, du coup, c'est plus d'épisodes, enfin pour ceux qui veulent voir l'animé. Moi, je pense que c'est plus simple d'aller vers le manga, du coup. Je pense. Oui. Après, les dessins sont très beaux. Les deux sont cool. Franchement, ça vaut la peine, même ceux qui n'aiment pas trop les gags de base. Après, c'est une aventure super incroyable. Bien dessiné, c'est drôle. Il y a plein de personnages, parce que là, on a parlé que du duo, mais tous les autres sont barrés aussi. Ouais. Ah oui, c'est fou. Je vais faire un petit lien, parce qu'on va plus partir sur des chasseurs, parce que tu disais que tu aimais beaucoup Hunter. Ouais. Hunter x Hunter. Bon, alors, de chasseurs de monstres, au final, on se rend compte que c'est plus vraiment le but principal. Toi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce manga? T'as commencé par la lecture, t'as commencé par l'animé. Et si c'est l'animé, est-ce que c'est le 99 ou est-ce que c'est le 2011? La fameuse question du il pose à chaque fois. Parce que moi j'aime le 99. Oui. J'ai commencé avec l'animé, avec le 99. Ah oui. Il est heureux là. Oui. Et je trouve cette version 1000 fois meilleure que merci. Ah oui, non mais il y a allez sur Kinkai. Il y a un vrai charme vintage. Si t'avais dit 2011, il aurait dit non. Allez pas sur Kinkai. Non mais c'est franchement la version 99, il y a une âme en plus, que ce soit les OST, il y a un charme. Et c'est un peu plus adulte, un peu plus sombre, même quand on voit les expressions du visage de Killua, etc. C'est différent, franchement. Ouais, la colorimétrie, moi, c'est ça que j'aime bien, ces animés des années 90 qui sont très dark. Un peu comme Kenshin. Kenshin de maintenant et Kenshin d'avant, c'est pas du tout le même ton, je trouve. C'est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus lisse. Tu prends même à peu près au même moment, il y avait Berserk 97. Également, c'est quelque chose. Et pareil, tu vois, c'est des colorimétries sombres. T'avais Vampire Hunter, tu vois, c'est très pointu. On est à l'époque de Clamp aussi, tu vois, mais c'est super beau, tu vois. Ouais, Hunter 99 d'ailleurs, juste petite parenthèse, ça a inspiré pas mal de créateurs de mode, notamment pour faire des super t-shirts très vintage, etc. Et il y en a eu pas mal sur Kinkai aussi, j'en profite pour dire. Non, mais t'as raison. Oui, il y a aussi des vêtements. Tu connais bien cette plateforme. Ouais, je la connais assez bien. Oui, il y a des vêtements aussi sur Kinkai. Il y a des vêtements aussi, des vêtements généralement justement spécialisés dans l'univers du manga. Et les t-shirts un peu délavés, vintage, avec du Hisoka, etc. C'est un truc qui marche super bien. Et franchement, c'est trop beau. Et voilà, c'était la petite parenthèse. Et tu vois, si on revient sur l'animé 99 de Hunter, je trouve que si on prend les combats, l'exemple typique de le 99, en tout cas là-dessus est le meilleur, c'est pendant l'arc Examen Hunter, quand il y a les 1 contre 1, Gon contre, je ne sais plus comment s'appelle le ninja chauve. Hanzo, voilà.
En fait, il y a une rapidité dans ce combat. On sent les coups, on sent la vitesse de déplacement qui n'est pas... Alors, je dis pas que le 2011 est mauvais, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est moins bien retranscrit, je trouve. Bah, surtout le regard de Hisoka sur les fesses de Gon et Killua. Dans 99, il est vachement plus... Bah ouais. Du coup, l'intention était vachement plus claire. Ouais. Après, c'est Hisoka. Quoi, ouais. Non, mais du coup, ça rajoute vraiment du cringe et du bien hardcore à C'est problématique, oui. Mais moi, j'aime bien. Oui, Ringo, elle m'aurait backup. et évidemment. Mais ouais, le 99 est très bon. Mais le 2011, tu parlais d'OST. Le 2011, les OST sont cool aussi, tu vois. Oui. Il est pas, je tiens à dire à tout le monde, il est pas du tout mauvais, hein, le 2011. Ouais, il est bien. Ah oui, il est super. Après, voilà, même les OST, je trouve que ceux de 99, ça me procure une émotion. Après, c'est personnel, je pense. Oui, aussi. bien sûr. J'ai commencé avec ça et tout. La nostalgie aussi. La nostalgie. Ouais. Et puis, encore une fois, cette histoire un petit peu d'âme. Après, bon, on peut rentrer dans un débat entre les animés un peu old school et ceux de maintenant qui essayent de faire vraiment de la vitesse, etc. Et qui parfois est aux dépens de certaines choses, mais bon, on peut aller très loin là-dessus. Après, s'adapte aux générations. Si on revient sur le Bleach, l'animé qu'ils ont fait là, ils ont gardé un côté début 2000. C'est vrai, il y a une vraie âme de Bleach. Ouais, il est vraiment bien. Ils ont gardé le OST aussi. Oui, incroyable. C'est ça que j'aime bien chez Studio Pierrot, quand ils font du saisonnier, ils le font très très bien et ils restent sur beaucoup de 2D. Il y a de la CGI dans tout. Je pense que maintenant on pourra plus avoir d'animé sans CGI. Quoi. Pierrot a une âme un peu années 2000 qu'ils ont gardé. Oui, tout à fait. Mais non, moi j'aime beaucoup ce que fait Pierrot quand ils font vraiment. Ils ont fait Tokyo Ghoul, tu vois. Oui. Qui est enfin, en tout cas, la première saison elle est incroyable, mais visuellement je les trouve très bons parce qu'il y a encore cette petite âme 2D des années 2000 que j'aime beaucoup, tu vois. Et ils l'ont respecté, mais en version un peu modernisée, sans trop lisser ce qu'on a souvent aujourd'hui, où le côté vraiment très très lisse. Le côté ça fait plastique, ça brille. Très enfantin presque. Insupportable. C'est les finishes au numérique, hein. Enfin, t'as vraiment ça, et t'as aujourd'hui, c'est moins cher aussi de travailler sur le lightning qui te permet de faire des effets et de faire croire que c'est hyper travaillé, hyper riche, alors qu'en fait tu mets juste des effets de couleur et de lumière. Mais tout ça, c'est le marché de l'animation, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Ça s'adapte à une génération qui sont Les animateurs avant habitués. étaient payés au lance-pierre, enfin c'est une génération sacrifiée, hein. Tous ceux ils ont saigné 100 et haut pour nous. Ouais, mais en marchant par saison, ils ont plus le temps de s'appliquer. Ils ont plus le temps, mais il y a beaucoup moins de main-d'œuvre maintenant. Parce que justement, c'est un métier qui a une sale image. Tu sais que tu vas souffrir. Enfin, c'est pour ça que les studios chinois, ils sont comme ça. T'as plein de trucs. Hein. Ils sont là. Tu sais, là, aujourd'hui, je pense que t'as un dixième des backgrounds qui sont plus réalisés au Japon. T'as des studios spécialisés dans background au Vietnam. Background. Ouais, c'est le background, mais dans les fonds, les fonds de vos images. Les arrière-plans. Ils sont faits au Vietnam en grosse, massivement. Il y a des studios qui ne font que ça. Que nous, on fait des arrière-plans. Voilà. Ah, mais vous avez juste à regarder les génériques de fin. Vous avez pas mal de noms viet qui apparaissent ou des noms coréens aussi, mais du coup, c'est ça dont tu parles. Mon cher Gabriel, il y a une dernière question que j'ai à te poser. Parce que dans les mangas que t'aimes, il y a aussi un manga où tu te verrais bien, si tu devais vivre dans un univers, ce serait celui-là. C'est celui de One Piece. Ouais. Alors, pourquoi l'univers de One Piece ? Pourquoi l'univers de One Piece ? Parce que j'aime beaucoup l'aventure. Et je trouve que... Voilà, c'est le manga parfait. Hein. Voilà, exactement. C'est le manga qui représente pour moi l'aventure. Enfin, il y a... Par essence même. Par essence même. Et voilà, ma réponse, elle s'arrête un petit peu là, mais c'est juste ça, quoi. Tu serais pirate, tu serais marine. Je pense il serait villageois. Il aurait son équipage. Je serais brigand des montagnes. Il aurait une brocante. Non, je préférais être pirate. J'aurais une brocante. Il revendrait le One Piece. C'est ça. Je revendrais les armes. Non, franchement, pirate. Ouais. Pirate, vivre des aventures, aller d'île en île, découvrir des choses. C'est une vie juste. En fait, c'est l'instant présent. Ouais. Et puis voilà, après il y a la théorie de ceux qui disent en fait le One Piece c'est tout le chemin que t'as fait pour en arriver à la bon. Je pense pas que ça va être ça. Je pense pas que ce sera ça. Alors, mais c'est dur de celui qui le sait et il est fort. Oui. Ouais. Mais en tout Soul cas, King le sait apparemment. À ce qui paraît, il sait. On attend qu'il vienne en émission pour nous en parler. On a dit au téléphone qui dit mais pourquoi t'as pas choisi Prison School? Prison School. C'est vrai. Alors, je me prononcerai pas là-dessus. Bah après, on a tous compris. One Piece a plus de chances de survivre aussi. Parce que dans Prison School. Ah non.
que dans les autres gros shows. Ah oui, d'accord. Parce que les gens qui disent SNK, je suis en mode ouh. Ouais, non, t'as peu de chance de survivre. Ça n'a aucun sens. Tu peux te démerder. Hein. De quoi? Ouais, enfin, c'est un peu angoissant de vivre. Un peu angoissant de vivre dans l'univers des SNK quand même. Ouais. Il y a l'idée aussi de pas s'inquiéter du futur. Ouais. En Luffy. Dans notre société, on est vraiment anxieux à chaque fois de notre avenir et tout. Il n'y a pas de futur. Pas très long. Donc c'est vrai que ta future mort, manger ou pas. Oda est assez clément envers ses personnages, que ce soit les méchants ou les gentils. Et c'est vrai que oui, il y a moins de risques que dans du Naruto ou dans du Bleach ou même. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de sang dans One Piece, ou alors quand c'en est, bon voilà, c'est pas. Bah, c'est pas un manga où la principale chose qu'on veut voir, c'est le combat. C'est pas ça en fait. Ça, bah, on regarde Naruto. Là, c'est vraiment la quête et découvrir tout un tas de. On a l'impression que l'univers est infinissable dans One Piece. C'est ça qui est cool. Mon cher Gabriel, je sais que tu es... enfin, je sais pas, mais je pense que t'aimes savoir les news sur les mangas et les animés. Savoir un peu ce qui sort va arriver ou ce qui se fait. L'actu. Dis-moi oui, parce que je vais lancer Nice là-dessus. Donc si tu dis non, l'émission se termine. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je veux bien savoir. Ah, cool. Bah, ça tombe très bien, parce que justement, Nice, quelle coïncidence. Incroyable. Quels sont les news justement animés, mangas cette semaine? Eh bien, on va commencer l'actu avec les mangas comme d'habitude. Bien sûr. Et surtout, mon coup de cœur de cette semaine. Il s'agit du manga remède Imperial, l'étrange médecin de la cour. Redis Imperial. Mon coup de cœur du jour est aux éditions Kurokawa. Il s'agit du tome 1. C'est par Toru Imuka. C'est l'histoire d'apothicaire qui révolutionne des cours impériales. Et comme dirait Diff, j'adore ça. Oui, c'était une petite rêve pour lui. Aujourd'hui, je vous raconte les origines d'un monde constitué d'eau et plongé dans l'obscurité. Le dieu soleil vient illuminer ce monde et épouse la déesse lune. Cette dernière va remuer l'eau avec une branche de peuplier, qui est un arbre. Et de là, oui, je vous le précise quand même, de là va naître sur cet arbre des fleurs. Et de ces fleurs va découler des provinces. Bienvenue dans l'empire des fleurs de lune. Le prince Kiyun s'aventurait à travers ces provinces, mais un jour, dans un combat contre des malfrats envoyés pour le tuer, son fidèle compagnon, Shiei, va être blessé. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut lui trouver un médecin. Il va trouver une maison d'apothicaire et il va rencontrer Koyo, une jeune femme magnifique à l'allure de déesse, petit clin d'œil à la déesse lune, mais c'est que à première vue en fait, parce que c'est pas du tout une déesse. Car Koyo, c'est une femme opiniâtre, enjouée, et en ce qui concerne les bonnes manières, c'est pas son truc, c'est pas son genre. Et surtout, elle raffole d'une chose, les pectoraux. Pour les disséquer, ok. Soyons sérieux, c'est un médecin. C'est moins bien. Elle va procéder à sa toute première opération sur Shiei. Elle va désinfecter, cautériser et coudre la plaie. Et ça, c'est une médecine qui est encore inconnue à l'époque et qui va choquer le prince Kuyei. D'ailleurs, il est prêt à tout pour la ramener dans son patelin. Enfin, son patelin, c'est plutôt la capitale, Fleureuil. C'est parce que pour lui, c'est un diamant brut. Il faut qu'elle ramène ses connaissances. Il veut un peu profiter d'elle et de sa naïveté. Quitte à inventer des subterfuges comme des difficultés à payer ses honoraires. Je rappelle que c'est un prince. Mais ayant bien cerné la petite Koyo, pour finir de la convaincre, il va utiliser l'argument ultime. Koyo, la capitale, est le plus bel endroit pour trouver les meilleurs pectoraux de l'Empire. Remède impérial, l'étrange médecin de la cour est un manga que j'ai vraiment dévoré. C'est assez addictif en fait, parce que c'est un premier tome qui va pas s'étaler sur l'introduction de l'histoire. On a action sur action, blague sur blague, et l'intrigue est déjà mise en place dès le premier tome. La mangaka est passionnée de la Chine, je pense que vous l'avez peut-être entendu dans les noms. On va aussi retrouver quelques inspirations, mais surtout on détecte tout son passé en fait d'infirmière, parce qu'elle a été infirmière et elle a pu, grâce aussi à des collègues infirmières, mettre des vraies manœuvres de médecine, des manœuvres médicales dans son manga. Donc ça donne un peu un côté réaliste aux interventions. Et petit détail très appréciable, pour moi en tout cas, dans ce genre de manga fantasy, il y a une carte dans le tome 1, une carte au début, donc on peut se repérer. Bref, sautez sur ce tome 1, c'est toujours en cours, il y a déjà 11 tomes au Japon, et changement d'ambiance avec le prochain manga, soyez prêts. Je vais vous parler aujourd'hui du manga Détonation. C'est un thriller qui est apparu dans nos librairies en début septembre, c'est aux éditions Pika. Détonation, c'est un manga de Tsutomu Takahashi qui nous emmène visiter un Japon industriel qui ne fait absolument pas rêver.
Satoru, c'est un garçon qui vit dans la pauvreté. Il a un voisin de palier, c'est un criminel. C'est une profession assez commune dans sa ville. Ce voisin, c'est Kenji Segawa. C'est un homme qui a beaucoup de sang sur les mains. On parlait d'espions, etc., de Yakuza tout à l'heure. C'est le thème. C'est un ex-Yakuza qui, en voyant le petit bonhomme, lui propose un deal qui, je pense, est un peu cruel. Et il a profité de son besoin de profiter de quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, vous avez compris. Il propose à ce petit garçon des thunes contre 2 deals. Le premier, de le tuer. Mais de tuer Kenji. Et le deuxième, qu'il se recueille sur les tombes, les pierres tombales de tous les gens qu'il a tués, Kenji. C'est un peu bizarre, je sais, comme introduction. Mais est-ce que Satoru va accepter une telle requête? Tuer Kenji et aller se recueillir sur ces tombes. Pourquoi cet ex-Yakuza veut-il qu'on mette fin à sa vie? En tout cas, moi je peux vous dire une chose, à cet instant, les portes obscures du monde des Yakuza, c'est ouvert à ce jour, et pour sûrement de longues journées et de longs moments très sombres pour Satoru, et je vous laisse découvrir ça parce que c'est seulement en 3 tomes. Il y a le tome 1 qui est déjà disponible, le tome 2 sort le 9 octobre, donc c'est plutôt rapide, et si vous aimez les thrillers, allez-y, foncez. Ok. On continue avec l'actu animé, les amis. Dans cette actu, je vous parle encore des animés d'automne parce que cette saison, on va super bien manger. Blue Lock est enfin de retour, la saison 2 avait été teasée déjà depuis longtemps. Un animé adapté du manga de Kaneshiro Muneyuki et illustré par Nomura Yusuke, c'est chez Pika Édition. Un nouveau trailer a été dévoilé ces derniers jours et là on a pu découvrir un peu plus sur la saison 2, mais surtout on sait que ça débarque le 5 octobre et que ça sera en 14 épisodes, en tout cas sûrement la première partie. Et je vous l'annonce, c'est encore sur Crunchyroll. Très bien. Et on termine avec un animé dont j'entends très peu parler, mais pourtant qui risque de se démarquer par sa thématique scientifique. C'est dans une époque, au XVe siècle, où tu pouvais vite être considéré comme un hérétique si tu n'étais pas d'accord avec les dogmes établis à cette époque-là. Il s'agit de la saison 1 du Mouvement de la Terre, adapté du manga de Uto Shekyun. Ça vous parle? Ça fait plaisir. C'est réalisé par Madhouse, oui, parce que c'est super important, c'est trop bien. Madhouse, et c'est magnifique, hein. Je vous conseille de regarder les trailers, vous verrez. Et ça débarque le 5 octobre, normalement sur Netflix. Il y a très peu de communication dessus, mais notez ça dans vos agendas. C'est une honte. Donc je voulais vous le préciser. Honteux. Pardon. Mais oui. C'est honteux. Allez-y. Merci beaucoup, Nice. C'est tout pour moi. De rien. Merci beaucoup, Nice. Un grand merci à toi, Gabriel. Je rappelle que tu es le président de Kinkai. Si vous avez des mangas à vendre, à acheter, si vous avez autre chose que des mangas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Un grand merci à toi. Merci à vous. Et l'app sort bientôt. Elle est déjà dispo sur Android et sur App Store très rapidement. Donc voilà. Et la prochaine fois que tu viens, on parle de Nujabes. Il y en a beaucoup qui se sont inscrits là dans le chat. Hein. Formidable. Bravo à eux. Merci à toi, ma chère Nice. Merci Soso. Oh, quel espagnol incroyable. Merci Valentin. Merci à Maël, à Amel, à Juliette, à Shahid, à Face et à Mélissa. J'ai pas dit Mélissa, à Mélissa aussi. Et puis évidemment, merci à vous qui nous suivez de semaine en semaine. Et évidemment, et j'espère que Benoît Dupac arrivera bientôt parce qu'on rigole bien avec lui. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain Yatta. Ciao. Ciao.